Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Andrea Odos pour discuter du sujet de sa thèse, les états modifiés de conscience. Le sujet d'aujourd'hui devrait être d'intérêt à tout le monde, puisque nous nous attaquons à la seule chose dont l'on peut être certain, et en même temps à l'un des plus grands mystères de notre univers, notre expérience consciente. Si tu es curieux, que tu souhaites mieux comprendre ce qui est à l'origine de toutes tes tristesses, de tous tes plaisirs, ce qui donne sa valeur même à ton existence, alors cet épisode est pour toi. Attends-toi à apprendre quels sont les problèmes que pose la conscience, quelles sont ses limites, comment améliorer ton bien-être grâce aux états modifiés de conscience, est-ce que l'auto-hypnose fonctionne, pourquoi est-ce que tu devrais commencer à méditer, est-ce que tu peux apprendre à ton cerveau à se mettre dans un certain état, est-ce que les plantes sont conscientes, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras une toute nouvelle perspective sur ton expérience consciente quotidienne, et tu seras capable d'utiliser certains de ces états pour améliorer ton bien-être. Honnêtement, la discussion d'aujourd'hui couvre beaucoup de terrain, et le début de la discussion est assez technique, étant donné que l'on présente les différentes théories philosophiques de la conscience. Mais crois-moi, ça vaut le coup de t'accrocher, car cet épisode va sûrement changer la manière avec laquelle tu abordes ton expérience consciente quotidienne. Je te conseille de regarder cet épisode en entier pour être sûr de tout comprendre. Par moments, j'étais trop éloigné du micro et mon son est peut-être un peu compliqué à entendre. Je m'excuse d'avance pour cela. Encore merci Andrea pour cette discussion. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Merci encore pour votre curiosité et sur ce, je vous prie d'accueillir Andrea Odos. Bonjour Andrea, Bonjour. merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu, de dire aux gens qui tu es, sur quoi est-ce que tu travailles. Alors moi, du coup, je suis, psychologue spécialisée en neuropsychologie et je suis également doctorante, en inter-ED donc je suis rattachée à 2 laboratoires. Le laboratoire donc du CRPN, donc Centre de recherche en neuropsychologie et en psychologie, en neurosciences et en psychologie et le LPCPP donc psychoclinique, psychanalyse et cetera et je suis en 3e année et ma thématique de thèse, c'est les états modifiés de conscience. Donc je travaille dessus et je veux justement étudier l'électroencéphalographie, donc l'activité cérébrale pour vulgariser, durant différents états modifiés de conscience, notamment hypnose, méditation, neurofeedback, la thérapie mosaïque, que je vous présenterai plus tard du coup et voilà, du coup, dans des séances, axées sur, le bien-être, donc la relaxation. Ok, du coup pour commencer, je te propose de voir un petit peu qu'est-ce que la conscience, puisque je pense que ça a un intérêt commun à beaucoup de gens, peut-être le sujet le plus important pour l'espèce humaine, puisque c'est quand même un petit peu à la base de tous nos états, de toutes nos tristesses, de toutes nos joies. C'est vraiment l'endroit où tout ce qui peut compter. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être le définir, même si c'est un peu mission impossible? Alors, définir la conscience, donc c'est compliqué, comme on en avait déjà discuté un petit peu. C'est très compliqué parce qu'il y a pas vraiment de consensus dans la littérature scientifique au niveau donc de ce que c'est la conscience et c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à tous les états modifiés de conscience pour justement essayer de mieux saisir ce qu'est la conscience. La conscience, il faut la voir comme un continuum où les personnes, du coup, sont en état de vigilance, elles sont éveillées, elles ont conscience de l'environnement extérieur comme de leur état interne. Mais c'est vrai que voilà, il y a pas de consensus sur ce que c'est, la conscience. Par contre, les états modifiés de conscience, c'est vécu comme étant des changements au niveau neurophysiologique, mais également au niveau subjectif de l'expérience et du coup, c'est, le moment où vraiment les personnes, elles sont en capacité de dire: «Ah là, je suis pas dans mon état de conscience habituel» et du coup, on va retrouver plein d'états modifiés de conscience, qui vont du coma, à justement des états, plus simples comme le rêve, ou encore l'hypnose, la méditation. Est-ce que je dis ça? Je sais pas si ça répond à la question. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on définit comme un état modifié de conscience? Parce que là, par exemple, si tu es un peu malade, est-ce que ça compte comme un état modifié de conscience dans le sens où tu te sens pas exactement comme d'habitude, ou est-ce qu'il faut justement une certaine modification, une certaine... Il faut quand même une certaine modification. Alors, la maladie comme telle, en mode le rhume et cetera, on va pas parler d'état modifié de conscience. On est quand même assez éveillé, on a assez conscience des choses.
Par contre, il y a certaines pathologies où ça fait partie justement de la classification des états modifiés de conscience. On va retrouver la pathologie, mais notamment les psychoses, les cas de dissociation extrême. On peut retrouver dans l'épilepsie aussi, puisque du coup, pendant les crises, on peut être dans, on appelle ça des états modifiés de conscience. Mais non, dans le rhume simple, non, on a assez conscience quand même des choses. Donc non, il faut quand même une certaine modification au niveau neurophysiologique et aussi au niveau de l'expérience subjective. Et j'en dirai un petit peu plus après, parce que je sais qu'on va creuser les questions. Du coup, tu as parlé d'éveil, tu as Ouais, parlé de vigilance. ouais. Et donc, c'est les deux qui vont varier pour définir du coup l'état de conscience. Mais ce que mentionne pas l'éveil et la vigilance, c'est l'expérience subjective. Ça le prend pas en compte. Non, Et donc, effectivement. où est-ce qu'on va mettre ça dans la photo? Est-ce qu'il y a besoin d'un certain éveil? Enfin, à quel moment de l'éveil est-ce que l'expérience subjective va arriver? Est-ce qu'elle est présente même peut-être quand il n'y a pas d'éveil? Est-ce que c'est juste que, par exemple, quand on dort, on n'a juste pas de souvenir de ce qui s'est passé, mais est-ce que pour autant on n'a pas d'expérience subjective pendant qu'on y est? De même, j'ai dans l'anesthésie. Est-ce qu'au final, si on est anesthésié pour une opération, on a l'impression que, hop, on compte un, deux, on s'endort et instantanément on se réveille, on est dans une autre pièce. On n'a pas du tout l'impression que le temps est passé. On a l'impression qu'un instant est passé. Mais pour autant, est-ce que c'est pas juste quelque chose qui travaillerait sur notre capacité à ancrer des souvenirs? Et en fait, au final, on a juste tout ressenti pendant, ou en tout cas, on avait une expérience subjective pendant, peut-être pas de la douleur. Et c'est juste qu'on ne s'en rappelle pas après. Alors, avec les connaissances que j'ai actuellement, parce que je tiens à dire que je ne suis pas une experte, j'aurais tendance à dire que l'expérience subjective, elle est là tout le temps. C'est juste qu'elle va être modifiée en fonction de l'état dans lequel on est. Tu as évoqué énormément de points. Tu as évoqué notamment l'anesthésie, où on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on a vécu, mais potentiellement on a vécu des choses. Oui, c'est possible qu'il y ait une expérience subjective pour autant pendant l'anesthésie. Pour autant, on s'en rappelle pas, bien évidemment, parce qu'on est anesthésié. Ça rejoint beaucoup d'autres états où on n'a pas forcément conscience, notamment donc le sommeil. Alors le sommeil, c'est différent, il y a différentes phases du sommeil. Donc il y a des choses où on a des expériences subjectives dont on se souvient un petit peu plus, notamment pendant le sommeil paradoxal. Il suffit qu'on se réveille pendant cette phase-là, dans un cauchemar ou autre. Du coup, on se souvient quand même assez bien de notre rêve. Donc on a cette expérience aussi là. Nos réactions face justement au scénario qui a été effectué donc par notre cerveau. Je crois que je suis en train de me perdre dans la question parce qu'il y avait beaucoup de points. Donc pour moi, il y a quand même une expérience subjective dans chaque point. On n'en a pas forcément conscience tout le temps finalement. On s'en souvient pas forcément tout le temps. Mais en tout cas, quand on est dans un état modifié de conscience, pour en revenir au sujet donc, qui est plus non, dans mon domaine, on va dire, d'expertise, quand on est dans un état modifié de conscience, on a cette altération de la perception du temps, de l'espace, on a des choses qui reviennent souvent dans les rapports subjectifs des personnes, qui fait il y a beaucoup de questionnaires qui ont été développés pour justement évaluer les états modifiés de conscience. Et donc vraiment, on va avoir ces altérations, même au niveau de la perception des choses, au niveau de l'attention, qui vont être caractéristiques de ces états modifiés de conscience et qui vont avoir graduellement des différences en fonction justement des états, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. L'hypnose, la méditation, c'est pas la même chose. On vit pas la même chose, comme pour Mosaïque ou pour le neurofeedback. Ça répond à la question. Oui, je pense. Ok. Mais du coup, donc, quand on évalue un état de conscience, Mm. on cherche à évaluer l'expérience subjective. C'est-à-dire que par exemple, dans un patient qui a le coma, ce qui va le différencier entre un coma et un état végétatif ou un locked-in syndrome, par exemple, Mhm. ce serait l'idée que là, d'un coup, il y a une expérience subjective et que donc on va devoir le traiter autrement. Non, je sais pas. C'est-à-dire le traiter autrement. Par exemple, je sais qu'il y avait la question de est-ce qu'on débranche quelqu'un qui réagit que par les réflexes, etc. Mhm. Mais on ne sait pas si derrière il n'y a pas une expérience subjective, par exemple. Ou alors, est-ce qu'on doit lui donner des médicaments pour contrer la douleur? Parce qu'on suppose qu'il doit ressentir de la douleur. Mais est-ce qu'il a l'expérience subjective de la douleur ou est-ce qu'il est dans un tel état où il ne ressent pas la douleur et donc ça ne servira à rien et peut-être ça aggraverait la chose de lui donner des antidouleurs? Bah, c'est une question très intéressante. Pour le coup, je ne pourrais pas répondre, mais c'est très intéressant. Mais effectivement, ça fait partie des débats qui sont très actuels sur justement, avec toute la question de l'euthanasie derrière aussi. Hein. Donc oui, c'est des débats actuels qui sont très, très intéressants. Mais effectivement, tant que la personne, vu que en fait, l'expérience subjective, elle est très personnelle, elle est privée, c'est quelque chose qui est communicable, mais qui est communicable à un certain degré, puisqu'il y a beaucoup de biais qui vont rentrer en jeu.
Du coup, c'est très difficile de jauger. En fait, finalement, on attend que la personne soit dans un état de conscience éveillé, avec un certain état de vigilance, pour pouvoir jauger. Ben oui, mais ça se trouve, on ne sait pas encore ce que la personne. C'est très compliqué. Les seuls, on va dire, états modifiés de conscience où on a un retour d'expérience. Donc, c'est les personnes forcément qui sortent de coma, mais c'est surtout ces expériences de mort imminente, justement, moi qui m'intéressent beaucoup et que j'aimerais bien continuer à travailler, où les personnes vont vraiment partager leur expérience subjective de ce qu'ils ont vécu et qui disent qu'ils ont pleinement conscience et que limite, ils se voyaient en tierce personne comme sortis de leur corps et qu'ils avaient vu toute la scène. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, ils décrivent ces expériences parfois comme plus réelles que ce qu'ils perçoivent quand ils sont en train de rapporter l'expérience. Ouais. Mm, C'est un peu mm. la même chose avec les psychédéliques. Oui, et l'hypnose, où les sensations Aussi. sont décuplées. Il y a beaucoup de sensations décuplées au niveau sensoriel, oui. Ah, donc la sensation d'hyperréalité, ce serait lié juste à une. Enfin, ce serait lié à une hypersensibilité, enfin, à une surcharge sensorielle. En tout cas, c'est en lien. Ok, ouais. Je pourrais pas faire un lien causal, voilà, strictement sensus, mais c'est en lien, effectivement. Ok, ok. Tu as parlé de biais quand Oui. on essayait d'évaluer l'expérience subjective. Est-ce que tu peux peut-être en dire quelques-uns? Qu'est-ce que c'est? Enfin, quels sont les biais? Alors du coup, les biais cognitifs, bah, c'est toutes, enfin, je sais pas comment définir autrement les biais, j'ai pas de synonyme, mais c'est toutes les contraintes, on va dire, qui vont se poser quand on est face à des situations. Forcément, l'expérience subjective, elle est confrontée à plein de biais, des biais de langage déjà, puisque les personnes n'ont pas la même manière de communiquer. Donc même quand on fait des questionnaires, du coup, il y a ces biais de langage qui vont jouer parce qu'on essaye justement de faire des questionnaires pour avoir des données quantifiables, etc. Donc toujours la limite du quantifiable, hein. C'est pour ça que les méthodes mixtes, elles sont intéressantes dans la recherche. C'est à la fois du coup avoir du qualitatif et également du quantitatif, avoir le discours en fait strict de la personne et pas que se baser sur du quanti avec les questionnaires, même si c'est intéressant ces questionnaires-là. Et qui sont quand même faits de manière très bien, etc. Enfin, c'est très protocolarisé, hein, la mise en place d'un questionnaire. Mais c'est vrai que voilà, chaque personne, quand elles amènent leur rapport subjectif de ce qu'elles ont vécu, on n'a pas tous été éduqués de la même manière, on n'a pas tous la même façon de s'exprimer. Du coup, forcément, les personnes, elles vont dire avec leurs mots, mais c'est pas forcément les mots qui définiraient la majorité de ce qu'ils expriment, ou de ce qu'ils vivent et également, c'est pas forcément les mots les plus justes. Ça peut être des fois des mots qui sont pas forcément assez, développés. Par exemple, des fois dans les questionnaires, dont un que je t'ai fait répondre, parce que tu as participé à ma recherche, il y avait, la dissolution de l'ego, le fait de ne plus être focus sur soi, sur ses propres problèmes et cetera, ses propres préoccupations et il y a cette notion de félicité. La félicité, c'est en lien avec la joie, c'est un synonyme, mais c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus ample comme sensation. Donc c'est vrai que voilà, c'est des termes où on voit pas les degrés entre chaque mot et des fois, c'est pas représentatif de vraiment ce qu'elle a vécu, la personne. Notamment la félicité, c'est plus extrême que la joie, comme je disais et en hypnose, on vit plus de la félicité, par exemple, que de la joie parce que c'est encore plus extrême, les sens sont décuplés. Donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a ce biais-là. Il y a le biais aussi, les biais de mémoire. Tout simplement parce que quand on rapporte quelque chose qu'on a vécu juste avant, il va y avoir déjà des modifications. On va commencer à mettre un petit peu hem, de l'interprétation, hein, quelque part. On va essayer de mettre du sens dans ce qu'on dit, donc on peut rationaliser, on peut intellectualiser. Il y a plein de choses qui vont jouer dans le rapport subjectif et du coup, est-ce que c'est vraiment ce que la personne a vécu à strictement sensus, quoi? Et les problèmes d'autosuggestion aussi, le fait qu'on soit avec quelqu'un, forcément, on a envie de partager une expérience avec, donc le thérapeute, le psychologue et cetera qui nous accompagne et des fois, on peut avoir ce biais de vouloir en fait, complaire à ce qu'attend du coup le thérapeute, le psychologue et du coup, on se biaise soi-même sur l'expérience qu'on a vécue. Mais il y a plein d'autres biais, il y a c'est les biais cognitifs sont très, très nombreux et très intéressants à étudier. C'est ce qui t'attendra au master. Et là, il y a deux choses du coup sur lesquelles je voulais revenir parce qu'il y a justement le biais de mémoire. Il y a, je sais pas si tu connais le Remembering Self de Kahneman. Kahneman. Ça oui, les 2 systèmes, système 1, système 2, Ouais, mais c'était là, c'est dans ce le. livre-là? Alors, comment je traduirais ça? C'est le soi qui se souvient, on va dire. Ouais. Quand on demande à quelqu'un de raconter son mariage, n'importe quel événement de sa vie, ses vacances ou quoi, le retour qu'il va nous faire est souvent très distinct de son expérience au fur et à mesure des vacances si on lui avait demandé dedans. Et du coup, il y a deux notions qui reviennent, c'est celle de peak experience, donc le moment fort,
et la notion de fin. Et c'est les deux choses qu'il a trouvées qui sont vraiment marquées les souvenirs. Ça veut dire que si on a une mauvaise peak expérience, juste une expérience très négative, tu pars de l'hôtel, au milieu des vacances, tu rentres dans l'hôtel, tu t'es fait voler toutes tes affaires, et à la fin, tu pars et l'hôtel te dit qu'au final, il ne va même pas te rembourser. Ces deux expériences, même si tout le reste des vacances était super, quand tu vas te rappeler de tes vacances, tu vas être biaisé, tu vas vraiment revoir que ça, entre guillemets, et du coup, tu vas avoir vraiment cette émotion négative, alors que si on t'avait pris tous les autres jours, même peut-être le lendemain ou même le jour où tu t'es fait voler, ça se trouve, tu étais heureux pendant tes vacances, et donc il y a vraiment cette notion-là. Et du coup, et aussi, il y a le fait dans les expériences surtout d'état de conscience modifié, où des fois c'est difficilement quantifiable, juste parce qu'on manque le mot de vocabulaire commun, même, c'est même pas forcément descriptible, même en utilisant les bons mots, parce que c'est une expérience qui est tellement hors du commun qu'on n'a juste pas inventé les mots encore pour la décrire, et surtout qu'en plus, on sait même pas si je prends des champignons, je suis pas sûr d'avoir la même expérience que toi quand tu prends des champignons. Et même si on va avoir peut-être les mêmes sensations de dissolution d'ego, est-ce qu'on a vraiment ressenti la même chose? Bon, après, le problème s'applique surtout, est-ce qu'on voit vraiment la même couleur, toutes les choses comme ça. Mais du coup, sur ça où c'est encore pire, puisque pour illustrer, il y avait, je sais plus qui c'est qui a dit cette citation, la réalité, c'est juste l'hallucination sur laquelle on est tous d'accord. Je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais... Je pourrais pas te dire, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec cette personne. Non, pour le coup, il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ce que tu viens d'aborder. Je sais pas si tu voulais continuer. Ok. Parce qu'après, sinon, j'ai oublié, ça a trop d'informations pour moi. Au niveau attentionnel, je peux plus, là. Avec les antihistaminiques, c'est mort. Alors, du coup, la première chose, c'est le caractère négatif. Effectivement, le caractère négatif dans une expérience subjective va avoir plus de place. On le sait, il va y avoir une suractivation. Donc, au niveau des études en IRM, on a vu que justement les expériences négatives, voire traumatiques, pouvaient entraîner une suractivation d'une structure qui s'appelle l'amygdale et qui régit justement les émotions. On a tendance, c'est très humain, à se souvenir beaucoup plus du négatif que du positif, bien évidemment, et du coup se focus dessus et biaiser bien évidemment nos expériences subjectives. Parce que ça va créer tout un changement au niveau biologique, etc., avec donc l'activité du système parasympathique, sympathique, etc., où il va y avoir tout un chamboulement au niveau biologique qui fait que du coup, elles vont être très ancrées en mémoire et on a tendance à s'en souvenir davantage parce que c'est des choses qui sont désagréables, bien évidemment. Donc, on va pointer les choses dessus. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, quand tu disais que c'était difficile de mettre des mots dessus et forcément, il n'y a pas forcément de consensus, même quand je disais tout à l'heure la félicité par rapport à la joie, et qui a dit que c'était vraiment la félicité au final? Tout est questionnable et c'est pour ça qu'il y a un questionnaire qui est très intéressant qui s'appelle la MEC 30, donc c'est sur les expériences mystiques et les expériences d'état modifié de conscience, qui a été faite qui a été traduite en français par l'équipe de Baptiste Fauvel qui travaille sur les psychédéliques à Paris, qui est très intéressante. Et justement, il y a une partie dans ce questionnaire-là qui parle du caractère ineffable des expériences justement d'état modifié de conscience. Et le caractère ineffable, ça représente justement ce que tu disais, c'est le caractère le fait d'avoir des difficultés à mettre des mots justement sur les expériences qu'on a vécues, parce que c'est tellement, des fois c'est tellement surprenant aussi ce qu'on vit qu'on n'a pas forcément les mots. Des fois, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. En fonction des expériences, on voit bien avec les psychédéliques, les champignons, tout ça. Ça, c'est des choses en plus qu'on ne maîtrise pas forcément, d'où le fait qu'il faut le faire encadrer, attention avec la drogue. Mais pour le coup, oui, il y a un caractère ineffable aux états modifiés de conscience. Ok, je te propose maintenant de passer un petit peu du coup sur les problèmes de la conscience et commencer peut-être par la petite expérience de pensée dont on a déjà un peu discuté. Oui. Est-ce que tu veux la présenter? Je ne suis pas experte. Je t'en prie, présente-la. Tu veux que je la présente? Ok. Ça rejoint la question, est-ce qu'on aurait un moyen de savoir qu'une personne est consciente d'un point de vue extérieur? Ça veut dire, parce que là, par exemple, quand on discute, j'assume que tu es consciente de ce qu'on dit. Mais en soi, est-ce que j'ai un moyen de savoir que tu es consciente? Moi, je sais que je suis conscient parce que c'est mon expérience vécue. Donc, c'est peut-être même la chose dont je suis le plus sûr, c'est qu'il y a un sujet qui pense, c'est moi. Donc, voilà. Mais je ne peux pas être sûr que les autres le sont. Et donc, est-ce qu'on aurait un moyen d'évaluer les autres? Et souvent, on répond à cette question par les comportements. On va inférer la conscience par les comportements de la personne. Si tu me parles, je vais inférer que tu es consciente qu'on est en train de parler. Mais donc là, on rentre dans un petit problème, puisqu'on peut quand même imaginer qu'une personne ferait des comportements sans expérience subjective, sans avoir la sensation que ça fait quelque chose de faire ce comportement.
Et donc, c'est justement David Chalmers et son zombie philosophique, qui est un peu critiqué quand même, où c'est qu'on peut imaginer du coup qu'on aurait une personne qui serait capable d'interagir exactement comme tous les êtres humains, qui d'un point de vue extérieur, on ne pourrait pas la distinguer d'un être humain normal, mais qui pourtant aurait aucune expérience subjective. Ça ne ferait rien d'être cette personne, entre guillemets. Il n'y aurait pas Pas de de film, on va ressenti. dire. Voilà, c'est ça. Et donc David Chalmers, c'est là qu'il parle, et donc il en vient du coup à décrire deux problèmes. Les problèmes simples, qui sont du coup les corrélats neuronaux, donc tout ce qu'on va chercher, les bases physiologiques, on va dire, de la conscience, donc ce sur quoi tu travailles par exemple avec les états de conscience modifiés. Et il va aussi distinguer du coup le problème dur de la conscience, qui pour lui va être difficilement résolvable. Ouais. Euh, et même si on arrive à résoudre les problèmes simples, on aura toujours la question de pourquoi est-ce que ça fait quelque chose de ressentir quelque chose. Enfin, pourquoi ça fait quelque chose de faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il y a cette expérience subjective qui accompagne l'action, alors que en soi, on peut se demander si elle sert vraiment. Puisqu'il y a beaucoup d'actions qu'on fait où on n'est pas conscient qu'on fait. Par exemple, là, le simple fait que je suis en train de parler, j'ai pas vraiment conscience en avance des mots que je vais dire. Je vais suivre mon idée, mais comment dire, sauf quand je vais bloquer, quand je vais faire une erreur ou quoi, là d'un coup je vais avoir conscience de mon erreur. Mais sinon, tant que tout va bien, ça va juste suivre naturellement et je vais pas avoir conscience de ce que je dis réellement. Et donc ça pose vraiment la question de pourquoi est-ce que des fois il y a une expérience qui fait quelque chose que d'avoir cette expérience. Donc voilà. Donc là, tout ce que tu viens de me dire, tu n'avais pas conscience que tu étais en train de me le dire. C'est ce que tu essayes de me dire? J'avais pas conscience avant de le dire que j'allais le dire. Je pouvais pas dire en avance que j'allais dire ces mots. C'est comme le principe quand tu médites que tu as la pensée, Bien tu sûr. te rends compte que la pensée vient, mais tu n'as pas choisi de la penser. Elle est venue et tu l'as remarquée dans un second temps, mais elle était déjà là quand tu l'as remarquée. Là, quand je vais dire mes mots, ils sont là, je les remarque, je les entends, mais je les ai déjà dit au moment où je sais que je vais dire le mot. Je n'ai pas choisi consciemment de choisir précisément ce mot-là. C'est ce mot-là est venu et j'ai décidé, après, on peut dire qu'il y aurait un libre arbitre dans la seconde phase de dire j'ai décidé de le dire, mais dans un premier temps, elle a quand même émergé. Ok. Et est-ce que tu veux savoir, pour être juste recontextualiser, pour être sûr que je passe pas à côté de la question, c'est comment ce process-là se fait? C'est-à-dire comment on arrive à du coup avoir les dires que tu m'as dit, ou utiliser ces mots pour exprimer ce que tu voulais m'exprimer, sans pour autant en avoir conscience, et comment ce process se fait? Justement, je voulais savoir, justement, est-ce que pour toi, l'étude des problèmes simples pourrait permettre, au final, de résoudre le problème dur. C'est-à-dire que si on avait tous les mécanismes neurologiques de la conscience, qu'on saurait que il faut, je sais pas, 6 238 000 neurones connectés ensemble dans une certaine formation, faut qu'ils émettent tant de hertz et qu'ils soient synchronisés. Et là, on aurait une expérience consciente où je sais pas si c'est parce que c'est dû à la conscience, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose. Ça explique pas encore le fait que ça fait quelque chose que d'avoir ça. Donc est-ce que c'est juste parce que notre intuition nous donne faux, comme sur par exemple la physique quantique, où les gens qui étudient la physique quantique disent par eux-mêmes qu'ils comprennent pas et que c'est contre-intuitif au possible, mais pour autant ça prédit super bien tout ce qu'ils veulent regarder d'un point de vue physique. Donc est-ce que la conscience aussi ça, c'est juste que notre intuition nous trompe, ou est-ce que il y aurait peut-être quelque chose d'autre, et donc au mieux résoudre les problèmes simples permettrait juste de rendre le problème dur un peu moins dur. C'est une très bonne question pour le coup. Alors c'est vrai que moi je travaille plus sur le problème simple. Je ne suis pas sûre que les problèmes, enfin en tout cas plus étudier les problèmes simples, parce qu'on n'a pas fini de les étudier, hein, ces problèmes simples, hein, notamment les corrélats neurobiologiques. Pour moi je pense qu'on est au tout début, hein, parce que on commence à avoir enfin on va dire des technologies qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans nos avancées neuroscientifiques de la recherche de la conscience et des états modifiés de conscience, donc pouvoir bien quantifier, voir qu'est-ce qui se produit. Le fait qu'il y ait ce côté de plus qui permet cette expérience subjective et qui donc reviendrait à comprendre du coup les problèmes durs, je ne sais pas si en tout cas, se rapprocher d'une résolution des problèmes simples pourrait nous amener à mieux comprendre les problèmes durs, mais ça reste une hypothèse encore une fois, parce qu'on ne sait pas en fait véritablement qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette énergie, entre guillemets, si on peut euh, imager ou symboliser, qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce petit plus qui fait que justement on a cette expérience subjective et de comment pouvoir la mesurer en fait. C'est très difficile, hein. Et pour le coup, il y a beaucoup de recherches qui essayent de l'étudier, mais finalement, on finit par se concentrer principalement sur les problèmes simples et essayer justement, au travers de questionnaires, d'essayer de faire des corrélations.
d'essayer de trouver des liens causaux entre justement ces expériences subjectives quantifiables, encore une fois, hein, et qui ont donc leurs limites, ou encore une fois avec les rapports subjectifs, on va essayer par les statistiques, mais encore une fois, il y a des limites aux statistiques, hein. Donc voilà, pour moi, on est au tout début de ces recherches-là. Donc oui, ça va nous aider à mieux comprendre les problèmes durs, mais je suis pas sûre que ça permet de les résolver ou en tout cas de saisir vraiment parce qu'on est au tout début pour le coup. Il y a quelque chose de l'ordre de vraiment, pas, je dirais pas mystique parce que ça rentre dans quelque chose de très spirituel, mais on sait pas encore, on sait pas trop d'où elle vient et ce qui fait qu'on a ce petit plus qui nous fait qu'on est des êtres pensants, parlants, pouvant communiquer, tout ça, et cetera, et qu'on se pose aussi des questions sur, justement, les animaux, nos proches, enfin, les singes, et cetera, où justement on se dit: ils ont conscience eux aussi, ils ont des moyens de communiquer». Enfin voilà, il y a plein de questions du coup qui vont se poser. Je sais pas si ça répond à la question, Oui, mais parce que justement, tu avais l'idée qu'il y a quand même une explication des corrélats neuronaux permet pas d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette qualia. Donc la qualia, c'est juste l'expérience subjective, le fait de voir la chose, d'avoir l'impression de voir la chose. c'est la qualité phénoménale de l'expérience, la qualia. C'est Phénoménal dans vraiment, le sens phénoménologique. voilà, Si jamais. petit, Mais du coup, parce que on peut se poser du coup à si, pour reprendre par exemple Thomas Nagel, donc son fameux essai, le premier à avoir un peu posé les bases sur la conscience, il définissait donc pour lui la conscience était le fait, comment dire, le fait que, je l'ai en anglais mais j'ai aucune idée comment traduire ça, vas-y, peut-être que le oui. fait que ça fasse quelque chose de faire quelque chose, le fait qu'on puisse dire que l'expérience par exemple d'être une chauve-souris pour lui dans son essai, ça fait quelque chose d'être une chauve-souris. Donc tu vois, cette expérience encore une fois subjective d'être une chauve-souris. Donc maintenant elle peut être très distincte de celle d'être un être humain. Il n'y a peut-être pas forcément les pensées complexes, il n'y a pas tout ça, parce que l'un n'est pas forcément lié à l'autre. Par contre, on peut aisément imaginer ce que ça fait d'être une chauve-souris. Donc on est dans le noir, on entend les échos, on se reflète du coup par rapport aux ultrasons, etc. Bien sûr. Donc on peut peut-être imaginer qu'on a une sorte de visualité, mais juste avec des bords ou des choses comme ça. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Donc est-ce qu'on peut dire du coup que la chauve-souris est consciente? On peut aisément imaginer et dire qu'il y aura une continuité de la conscience au long phylogénétique, on dit ça, quand ça remonte, je crois que c'est ça. Donc il y aura une continuité phylogénétique et donc on pourrait dire que par exemple chez les mammifères, on pourrait affirmer qu'il y a la conscience. Enfin, ça nous semble naturel qu'il puisse avoir une sorte de conscience. Les chauves-souris peut-être. Est-ce qu'on peut aller plus loin et dire que une mouche, ça a de la conscience? Peut-être. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin et dire qu'une plante, ça a de la conscience? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin et dire est-ce qu'un atome a de la conscience? Est-ce que ça fait quelque chose d'être un atome? Et donc ça, c'est c'est un peu le gros problème sur lequel on essaie de mettre le doigt. Parce que si on regarde comment fonctionne un thermomètre, prenons l'exemple d'un thermomètre. Un thermomètre, si on définit la conscience comme souvent on le regarde comme nous on l'infère par les comportements, naturellement, un thermomètre en soi, il réagit avec son environnement. Il va s'adapter à la température. Et en plus, quand on regarde nous, en soi, nos atomes qui font notre cerveau, qui font notre conscience, etc., qui font notre corps et donc notre conscience, on va dire, suivent les mêmes lois physiques que les atomes qu'il y a dans ce thermomètre. Quelque part, on est constitué juste de plein de petits thermomètres. Et pourtant, il y a encore cette chose-là qui émerge et sur laquelle on n'arrive pas à pointer du doigt. En tout cas, il y a pas mal de recherches dessus, notamment aux États-Unis, qui essayent justement de savoir voilà, qu'est-ce qui est ce petit plus. Et souvent, ils parlent d'énergie ou de substance en plus, en fait, qui pourrait expliquer ce qui fait qu'on est, nous, à être, comment dire, en tout cas, pouvoir échanger et être, on va dire, Ah, j'aime pas ces termes-là, donc c'est pour ça que je veux pas les dire, mais en tout cas, être dans notre place d'humain, à se poser ces questions-là sur les autres espèces, on va dire, qui nous entourent, et pas les autres espèces, parce qu'on a une certaine, ah, j'aime pas ce terme-là, mais supériorité, entre guillemets, voilà, même si, voilà, c'est très limité comme terme. Je suis pas fan de ce terme-là, mais qui expliquerait pourquoi on est humain et qui nous permettrait voilà, de mieux comprendre comment est l'humain et la conscience humaine, etc. Mais pour moi, les autres espèces ont aussi de la conscience, notamment les plantes. Mais après, ça, c'est mon avis. Surtout que là, en faisant les recherches pour l'épisode, je suis tombé sur une autrice. Donc, elle a fait un très bon livre. Par contre, je crois qu'il est qu'en anglais. Je suis pas sûr. C'est Conscious, si jamais c'est Anaka Harris. Elle a fait... et dedans, elle parle de recherches qui ont été faites sur les plantes. Et où elle dit qu'en fait, les plantes, quand on regarde bien ce qu'on est... Enfin, moi, je n'étais pas au courant.
mais typiquement, elles vont se prêter du carbone par les racines quand un arbre en a besoin, et l'autre va se souvenir, et plus tard, va redonner quand l'autre en aura besoin. Ou pareil, avec les racines, elles vont communiquer, et elle va privilégier à... Elle va par exemple réduire ses racines pour que les siens, ses enfants, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître son code génétique, entre guillemets, et pour que eux puissent avoir de la place pour avoir accès à l'eau. Par contre, elle ne fait pas ça aux endroits où c'est pas les siens, entre guillemets. Et donc, il y a plein de trucs comme ça qui montrent ça, et donc ça met de plus en plus de questions. C'est trop intéressant. Il y a notamment des documentaires sur Netflix qui sont très intéressants sur justement la conscience des plantes. Il faudrait que je retrouve le nom pour le proposer si ça intéresse. Mais c'est... Non, les plantes, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai donné cet exemple-là. Même les plantes, pour moi, elles ont une conscience. Il y a tout un réseau souterrain qui est aussi important, voire plus que ce qu'on peut voir à la surface, et qui communiquent entre eux avec ce système de mémoire, comme tu l'expliquais, etc. Donc oui, pour moi, il y a de la conscience même dans les plantes. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve un moyen d'évaluer ça. Ça va être... c'est encore tout le travail. Ça va être autre chose. Surtout que si une fois qu'on a trouvé des corrélats neuronaux pour essayer de les appliquer aux plantes... alors là... Mais ils font des EEG aux plantes. Ah ouais? Ah oui, il y a des expériences où ils essayent de voir... Alors, je pourrais pas te dire... les résultats exacts parce que je m'en souviens plus, j'aurais peur de dire des choses erronées, mais ils font des EEG aux plantes pour voir justement ce qui est ressenti, l'activité électrique qui circule aussi. C'est très intéressant, mais je pourrais plus dire les résultats, je préfère pas dire de bêtises. Bon, bah, allez, mais il y a plein d'études dessus, je sais qu'il y a plein d'études dessus. Ok. Donc pour le moment, il y a deux visions, enfin, il y a trois philosophies qui sont un petit peu importantes sur la conscience. Il y a le solipsisme, c'est le fait que la seule chose c'est un peu l'idée de Descartes, c'est le fait que la seule chose dont l'existence est certaine, c'est qu'il y a un sujet pensant. On peut, malgré tout, qu'on vive dans une hallucination, qu'on vive dans la réalité, qu'on soit dans la Matrix ou je ne sais quoi, il y a quand même cette expérience consciente. Peu importe comment est-ce qu'elle se situe, on ne peut pas l'enlever, puisque chacun de nous peut la confirmer. Donc c'est ça qui est assez marrant avec la conscience, c'est à la fois la chose dont on est le plus sûr, dont on ne peut pas douter, et pourtant c'est la chose dont on comprend le moins. Il y a l'autre, c'est l'épiphénoménisme, c'est le fait de se dire que la conscience, elle est en dehors du nexus de causalité, donc là, ce serait justement que un peu la base du problème dur, où donc les corrélats neuronaux suffiraient peut-être pas à expliquer cette émergence, puisqu'elle serait du coup en dehors du phénomène de causalité, ça voudrait dire que du coup les lois physiques s'appliquent pas vraiment sur la conscience. Et il y a le panpsychisme, c'est ce qu'on parlait justement, avec cette généralité de la conscience qui serait une loi fondamentale de l'univers, un peu comme la gravité, et qui donc serait à tous les niveaux. Donc ça ne veut pas dire qu'un atome aura la même expérience que nous, par contre ça veut dire qu'il y a une expérience subjective au fait d'être un atome. Maintenant, à quoi est-ce qu'elle ressemble, elle est peut-être minime. Mais il y a un autre problème avec le panpsychisme, c'est que du coup, si deux atomes s'assemblent, on a deux consciences. Ou est-ce que les deux consciences s'unifient? Et du coup, quand on monte dans des systèmes beaucoup plus complexes, est-ce qu'on a une multitude de consciences ou est-ce qu'on a une seule conscience qui s'unifie? Donc ça, c'est le hard problème, on va dire, du panpsychisme. Et j'ai vu, je sais plus qui, je crois que c'est encore un Akaris qui propose de résoudre ce problème en disant qu'on a tendance à associer la conscience à la conscience de soi, au fait qu'il y a la dualité, qu'il y a un sujet et un objet. Mais il peut y avoir une conscience sans sujet. On peut ne pas avoir l'impression que ce soit nous qui regardons, mais toujours voir le film. Si vous faites de la méditation pendant suffisamment longtemps, vous y arriverez peut-être. J'allais dire, c'est parfait. Sinon, prenez des champignons. Attention, il faut que ce soit sécurisé dans un cadre sécurisé. Attention. Et du coup, donc elle propose qu'une fois qu'on enlève du coup ce soi, le concept de soi, le fait qu'il y ait un sujet à l'expérience, le problème du panpsychisme, ça devient juste quelque chose de computationnel. C'est-à-dire qu'on aurait plusieurs unités de conscience qui s'assemblent, et vu qu'il n'y a pas d'expérience de soi liée, la conscience dépend juste de la matière qu'il y a à ce moment-là, de la configuration de la matière à un moment T. Et donc, quand cette matière varie, qu'elle perd des atomes, qu'elle en gagne, ou qu'ils se réarrangent d'une autre façon, l'expérience consciente va juste changer, sans pour autant enlever l'expérience consciente. C'est-à-dire que l'expérience... Donc ça peut le voir du coup pour les états de conscience modifiés, où justement, on voit un petit peu que parfois, en cas pour les split brain, ou pour juste des fois quand certaines parties du cerveau sont juste mortes, on va dire, on voit qu'on a une expérience consciente qui est différente. Pour autant, il y en a bien une, et parfois il peut y avoir du coup expérience consciente sans le soi. Des fois il y a... Donc voilà, donc je te propose de partir sur du coup des états de conscience modifiés.
Totalement, totalement. Donc, je te laisse commencer par ce que tu veux commencer dessus. Peut-être, du coup, redéfinir ce on a parlé un peu au début. Peut-être revoir un peu ce que c'était, comment est-ce qu'on les mesure. Et Oui, bah alors du coup, les états modifiés de conscience, c'est le fait que justement, dans le rapport des personnes et au niveau, donc il y a des changements au niveau neurophysiologique et dans l'expérience subjective où les personnes rapportent justement qu'elles sont dans un état différent de leur état de veille normal, de vigilance normale, quand elles sont dans une tâche. Et donc, il y a forcément des changements au niveau neurophysiologique. Donc, les états modifiés de conscience, il y en a plusieurs qui peuvent être regroupés. Donc, on a ceux qui arrivent assez spontanément, notamment les phases de rêve, de sommeil, etc. Donc, c'est ceux qui arrivent assez spontanément dans la journée, enfin plutôt du coup dans le sommeil. On a également ceux qui vont être induits de manière plus psychologique. Donc on va retrouver la méditation, on va retrouver l'hypnose, on va retrouver aussi tout ce qui va être un peu rythmique avec les sons, mais ça peut être également avec au niveau visuel. Et du coup, ça va être en lien avec les tambours et tout ce qui est système de transe, un peu chamanique, etc. Il y a le neurofeedback aussi. Ça va être induit donc psychologiquement avec ce conditionnement un peu opérant et cet entraînement du coup à la relaxation, etc. qu'on peut faire en neurofeedback. Il y a ceux qui sont induits de manière pathologique. Donc, encore une fois, c'est pas le petit rhume qu'on décrivait tout à l'heure, mais ça va être plus être en lien avec l'épilepsie, en lien avec la dissociation pathologique cette fois-ci, hein, parce que je vais justement évoquer la dissociation qui est différente en hypnose qu'on retrouve, mais qui est pas pathologique, qui est normale, on va dire. Enfin, j'aime pas dire normale, mais qui est, on va dire, en tout cas pas pathologique en hypnose. Mais en tout cas, la dissociation pathologique dans les cadres des psychoses entraîne des états modifiés de conscience puisqu'on a cette altération de la perception de ce qui nous entoure, de l'attention, au niveau cognitif. Il va y avoir aussi ceux qui vont être induits par les psychédéliques, hein, notamment donc LSD, kétamine, NMDA, où là ça va agir beaucoup sur les récepteurs, les neurotransmetteurs. Il va y avoir pas mal de changements qui vont se faire au niveau neurophysiologique et qui vont entraîner ces états modifiés de conscience. Je crois qu'on a fait le tour à peu près. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres. un que les gens connaissent sûrement, c'est le simple fait, si vous êtes en cours, que vous vous ennuyez énormément. La Oui. sensation que d'un coup on s'endort et on ne sait plus vraiment si on rêvait, on a l'impression que c'est passé 1 minute ou 3 secondes et en fait ça fait 3 minutes qu'on avait les yeux fermés. Ouais, ça c'est les Donc états. cet état-là un peu d'endormissement. Ouais, c'est les états spontanés, c'est ces états-là un peu ah, Hypnagogique, ouais, je crois qu'on ouais, dit ça. j'arrive jamais à le dire. Ouais, il est. Il est affreux ce mot. Et tout ce qui est état de somnolence finalement. Mais ça, c'est les états du coup que je disais un peu spontanés que je décrivais. Mais c'est bien, c'est d'autres exemples effectivement. Mais de toute façon, dans la journée, on vit énormément d'états modifiés de conscience. C'est pas vraiment quantifiable. On n'a pas un nombre précis, mais rien que le fait de rentrer chez soi, par exemple, de bien connaître la route par laquelle on passe. D'ailleurs, c'est très mauvais de conduire dans ces conditions-là. Hein. Attention, problème routier, sécurité routière. Mais pour le coup, oui, on a tendance à rentrer dans un automatisme des fois aussi, où là, du coup, on est dans un état modifié de conscience, on fait les choses machinalement par apprentissage de ce qu'on connaît. Et du coup, on est dans cet état modifié de conscience où on arrive chez nous et on se dit « Waouh, mais j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes alors que ça faisait 40 minutes de route. » Donc voilà, donc il y a plein d'états comme ça, mais dans la journée, on fluctue la conscience, on n'est pas dans un état de vigilance éveillé tout le temps, bien évidemment, et on le voit même avec le concept de concentration, hein. On arrive à être concentré, ça dépend des personnes après, mais en moyenne de ce qu'on peut dire ou lire dans la littérature, il faut pendant 1 heure et demie, on arrive à être pleinement concentré, et après on commence à décrocher un peu, etc., parce que bien évidemment, il faut avoir de nouvelles ressources parce qu'on a déjà donné beaucoup d'énergie du coup pour être concentré tout ce temps-là. Donc, on a ces fluctuations de la conscience quotidiennement et un nombre que je pourrais pas quantifier parce que ça n'a pas été quantifié, mais on vit beaucoup d'états modifiés de conscience dans la journée. Et assez marrant d'ailleurs, c'est qu'en plus, dans les états modifiés de conscience qu'on vit et que la plupart des gens connaissent et cherchent à avoir, souvent c'est lié avec la perte justement de l'ego, ce que tu disais, la dissolution de l'ego. Par exemple, l'état de flow, quand on travaille et que d'un coup on oublie qu'on travaille, on est tellement immergé dans la tâche et au moment où on s'en rend compte qu'on est immergé dans la tâche, c'est fini parce que du coup, il y a ce sujet-là, cette illusion du sujet qui est revenu par-dessus l'expérience. On va avoir ça. Donc les gens, c'est pour ça qu'ils prennent, quand ils prennent du LSD, on la perd. Pour la méditation, ça peut se faire plus ou moins en fonction du niveau d'expertise. Et donc, écoute, je te propose de commencer par le neurofeedback
parce que je pensais pas qu'il y avait autant d'applications. Ouais. J'ai trouvé des choses assez phénoménales, ouais, qu'ils arrivent à faire avec par l'apprentissage, où des gens arrivent à se mettre eux-mêmes dans certains états par Ouais. apprentissage à force. Donc, je te laisse partir dessus. Alors, du coup, donc le neurofeedback, c'est une technique, qui permet justement enfin, c'est, sous le principe du conditionnement opérant et ça permet, en tout cas, de réguler l'activité cérébrale par un retour de notre activité en temps réel. Donc en fait, on va avoir, 1 ou plusieurs électrodes, ça dépend un petit peu, qui vont être connectés donc à une interface avec une machine, donc un ordinateur et qui va prendre en temps réel, du coup, notre activité cérébrale et jauger, en fonction de l'exercice du coup qu'on fait puisque du coup ça a plusieurs applicabilités, hein, le neurofeedback. Mais du coup, on va avoir un retour de notre activité cérébrale sous forme de feedback auditif, donc ça peut être que auditif, ça peut être aussi visuel ou ça peut être la complémentarité des 2. Souvent, très souvent, en tout cas dans les protocoles, qui sont utilisés et l'applicabilité, c'est pour énormément, de «pathologies» entre guillemets ou même sans pathologie tout court, hein. Mais c'est vrai qu'on trouve énormément, énormément de papiers sur, la prise en charge du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité d'ailleurs, donc pour réguler l'activité, l'attention et cetera. Donc ils vont avoir donc un effort cognitif, souvent c'est sous forme de jeu qu'on le fait, enfin qui s'est fait en clinique du coup. Également, ça peut être, pour les problèmes de sommeil aussi, ça peut être, il y a également du coup, juste pour la relaxation tout court. Ça peut être utilisé aussi avec donc, les pilotes de chasse notamment. Il y a pas mal d'équipes, donc il y a une équipe à Paris qui travaille dessus justement pour essayer de réguler l'activité cérébrale, donc, pour les pilotes de chasse qui sont en situation de combat pour éviter justement que l'anxiété, vienne, à s'augmenter et qu'ils perdent du coup leurs moyens. Bien évidemment, ils sont très entraînés quand même les pilotes de chasse, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une meilleure maîtrise, on va dire, de la gestion du stress et donc on entraîne en neurofeedback, justement face à des situations de combat et cetera, pour qu'ils aient, pleine possession en tout cas de leurs moyens quand ils sont face à ces situations de stress. Donc c'est très utilisé pour plein de contextes en fait finalement, mais ça a pas mal de limites aussi parce que c'est assez controversé on va dire les avis sur le neurofeedback, et notamment j'ai, un collègue qui travaille dessus et justement travaille sur, mais qu'est-ce qui se joue derrière justement le neurofeedback? Qui serait très intéressant donc d'avoir en podcast, donc Jacob Maz et qui est un doctorant et qui travaille justement effectivement dessus. Pour essayer de comprendre véritablement qu'est-ce qui se joue derrière les mécanismes du neurofeedback et pas que l'expliquer d'un point de vue d'un conditionnement opérant et savoir si finalement le neurofeedback ce serait pas en fait cet effet un peu placebo finalement qui ressort beaucoup, hein, et pour le coup il a mené déjà une première recherche, qui aurait tendance à aller, vers ça justement. Le fait d'avoir quelqu'un derrière qui accompagne, donc nous on accompagne, on n'est pas là non plus à donner des stratégies. On essaye de faire en sorte que les personnes trouvent leur stratégie d'elles-mêmes. Bien sûr, on est là en tant qu'accompagnant si les personnes n'y arrivent pas. Mais du coup, ce serait ce travail, à côté un peu thérapeutique qui ferait l'efficacité de la méthode et après par apprentissage, loi de Hebb, hein, bien évidemment, on connaît la loi hébbienne qui fait que du coup la personne à force d'utiliser du coup les mêmes mécanismes et de rentrer dans ces états-là, renforce du coup la capacité à y accéder de manière finalement naturelle, hein, juste une question d'apprentissage et du coup, c'est pas forcément le fait qu'il y ait ce feedback de l'activité cérébrale et cetera. C'est juste que la personne rentre dans ces états-là plus facilement parce qu'elle a l'habitude de le faire et parce qu'il y a cet accompagnement où on est à côté et c'est sécurisant, ça offre un cadre sécurisant. Je crois que je suis partie un peu loin là. Non, c'est Non, bien. c'est bon, j'ai répondu. OK. Du coup, ce serait vraiment l'idée. Il n'y aurait pas l'apprentissage par conditionnement comme on l'entend, où il y aurait la récompense dès que la vidéo continue à se poursuivre. C'est ça. Ce serait plus que la personne. Ça permet de voir que la personne réussit à atteindre l'état et le fait qu'il y ait la présence thérapeutique et juste le fait que la personne s'entraîne à aller dedans, en fait, qu'il y ait la vidéo ou pas en retour, au final, c'est juste Exact. la pure mise en place. Et la vidéo sert juste de preuve que on a réussi On va à dire atteindre l'objet, quoi. On va dire que la vidéo, en tout cas le feedback, c'est un peu la carotte, hein,
Oui, ça, c'est qu'on le offre but. à un enfant. Voilà, et c'est ce côté-là où on se dit, bah, sous forme de jeu, même, on le voit, hein, dans le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, du coup, bah, les enfants, ils sont motivés, ils sont face à un petit jeu. Souvent, on leur met Mario, on leur met un petit train qui doit faire avancer, etc., en fonction de s'ils arrivent à rester concentrés et focus. Et du coup, ça les entraîne, bien évidemment, ça les motive. C'est ce côté, en fait, de caractère un peu motivationnel, de récompense qui va venir et qui fait que c'est un on l'explique sous le conditionnement opérant. Mais en soi, finalement, est-ce que c'est pas juste simplement un apprentissage? Moi-même, je me pose encore, j'aurais tendance à plus aller vers cette piste-là. Parce que finalement, quand on apprend quelque chose comme faire du vélo, etc., c'est à force de chute, c'est à force de s'y mettre que du coup, finalement, ben, on arrive à faire du vélo. La méditation, c'est un apprentissage. C'est par expérience. C'est en se confrontant donc à ces séances de méditation, à cet état méditatif, que du coup, on arrive plus facilement à y rentrer, à faire en sorte que ces états soient prolongés aussi. Bien évidemment, on les renforce et ça se prolonge. Donc du coup, voilà, c'est ce que ce serait pas juste un apprentissage finalement. Et du coup, dans le cerveau, tout ce qui va se passer, c'est qu'on va renforcer nos accès d'un point de vue neuronal pour y accéder plus facilement et quand on veut, quoi, et que ça soit plus durable. Parce qu'on renforce du coup au niveau synaptique. Et du coup, tu as eu quoi, toi, comme résultat dans tes expériences par rapport avec le neurofeedback? Alors du coup, j'ai pas encore analysé, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Il a fallu que je rédige des papiers, sur, donc les des traductions justement de questionnaires d'état modifié de conscience, notamment ceux que vous avez passés sur la dissolution de l'ego en langue française du coup, puisqu'il y a beaucoup d'études sur les états modifiés de conscience à l'étranger, hein, c'est bien de contextualiser. Tu as dû faire la Heu, publication de la traduction, c'est toi qui oui. l'as faite, c'était pas déjà traduit avant? Non, en fait, du coup, c'est vrai que quand je me suis engagée dans ce sujet-là, on sait qu'en France, c'est pas très étudié, les états modifiés de conscience. Alors la méditation, non, on s'est étudié quand même, notamment à Lyon, qui a des très, très bonnes équipes sur la méditation, le mindfulness et qui travaillent avec, Mathieu Ricard, Christophe André, et c'est vrai que, du coup, non, en France, quand même, tous les états modifiés de conscience ou juste le concept d'état modifié de conscience, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très étudié et qui commence à devenir un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'on est en retard par rapport à nos collègues américains, canadiens et dans l'Europe finalement, dans le reste de l'Europe qui étudient beaucoup, notamment les équipes suisses et les équipes belges. Et en Angleterre aussi, il y en a pas mal. Mais c'est vrai qu'on est pas mal en retard. Donc il y a beaucoup de questionnaires qui évaluent d'un point de vue subjectif, mais qui restent donc une donnée encore une fois quantifiable, donc il y a ses limites. Donc en anglais, mais qui n'existait pas en français. Donc il a fallu faire tout un travail de traduction pour pouvoir utiliser ces échelles-là. Et donc ça passe par c'est un truc très protocolarisé et donc du coup, ça aboutit sur une publication. Donc là, j'ai soumis 2 articles sur PLOS ONE, donc qui est une revue, scientifique pour justement valider, ces versions françaises pour que ça soit encore, plus utilisé et que du coup, il y ait plus de recherches dessus. Donc j'ai dû faire ça en premier puisque du coup, pour valider la thèse, il faut avoir des articles, validés et soumis. Donc voilà, il fallait que je m'y mette. Donc là, je vais, m'y remettre un peu plus. Donc je pourrais pas dire par rapport aux données qui sont, neurophysiologiques parce que j'ai pas eu le temps de le voir, même si à coup d'œil, j'ai vu qu'il y avait quand même des choses dont je m'attendais, notamment une augmentation de certaines ondes cérébrales, enfin en tout cas qui gagnait certaines régions dont je m'attendais, notamment donc au niveau frontal, des ondes beaucoup plus synonymes de relaxation, les ondes alpha, les ondes θ, mais je sais qu'on y reviendra à un moment donné dessus, au niveau des On ondes peut y aller à fond cérébrales. maintenant dedans. On peut y aller à fond, vas-y go. Donc en fait, du coup, notre activité cérébrale, elle est en hertz et on a plusieurs ondes cérébrales on a essayé de délimiter certaines fréquences en hertz qui sont associées donc à des ondes cérébrales et qui sont synonymes de certains états par lesquels on peut passer. Donc quand on fait des ondes bêta, c'est certains donc hertz. Et ça veut dire que du coup, on est dans un état d'éveil normal, de vigilance et la conscience, voilà, en tant que telle, on va dire. L'onde alpha, c'est une onde qui est synonyme de relaxation, de début de méditation. On est quand même un peu éveillé, mais on est dans cet état de relaxation, etc. Donc c'est entre 8 et 12 Hertz ou 13, ça dépend encore une fois. C'est pour ça que je voulais pas donner vraiment les mais parce que en fonction des chercheurs, ils ont pas les mêmes délimitations. Donc on va pas donner les hertz. Mais après il y a les ondes, du coup θ. Les ondes θ, c'est donc, les états un peu, hypnotiques, de méditation profonde. Donc là, on est dans une relaxation plus, plus. C'est des ondes beaucoup plus lentes qui se traduisent dans le cerveau quand on fait un électroencéphalogramme, donc un EEG. Ensuite, on a les ondes delta où c'est quand on dort
Et on a les ondes gamma, où là, c'est à l'extrême. C'est des ondes où on est très, très concentré, on est très focus, mais qu'on peut retrouver aussi dans les états méditatifs, finalement. Et je crois que je me suis perdue en faisant cette parenthèse du coup des ondes. Mais en tout cas, oui, par rapport à ma recherche, moi, j'ai pu voir que du coup, vu que je me ciblais essentiellement sur les ondes alpha, synonyme de relaxation, de détente, même si on est toujours dans un état d'éveil, et de θ, qui est synonyme donc d'un état un peu plus profond, modifié de conscience, j'ai effectivement vu visuellement par les tracés, mais ça reste encore à étudier un peu plus approfondi, enfin de manière plus approfondie, que effectivement mes hypothèses, en tout cas que on le fait qu'on les voit beaucoup plus dans les régions occipitales, donc à l'arrière du cerveau, où ça commence à gagner les zones frontales qui sont en lien avec le raisonnement, l'attention, etc. Pour l'instant, de ce que j'ai vu visuellement, ça a tendance à aller vers la confirmation de ces hypothèses-là grâce à toutes les séances qu'on a fait. Parce que du coup, il y avait 7 visites pour chaque participant où il y avait 5 séances thérapeutiques à l'intérieur, avec la visite de contrôle avant et après, pour recontextualiser pour que ça soit compréhensible. Par contre, au niveau subjectif, par rapport au rapport subjectif de ce qu'on a pu me donner, mais cette fois-ci que d'un point de vue qualitatif et non quantitatif, puisque je n'ai pas encore étudié, même s'il y a eu les réponses au questionnaire. Effectivement, il y a eu énormément de changements. Perception du temps, elle est beaucoup revenue, la perception du temps, altération de la perception du temps, où les personnes me disent mais on a déjà fait les 45 minutes de médite ou les 45 minutes de mosaïque ou d'hypnose, etc. Et même au final, neurofeedback, ça baissait assez rapidement, finalement, dans les rapports de ce qu'on me disait. La perception également de l'espace qui était altérée, beaucoup. Alors, ça dépend aussi en fonction de tous les états modifiés de conscience, puisque finalement, neurofeedback, on est un peu plus éveillé, vu qu'on est dans un côté où il y a ce feedback-là. Mais c'est vrai que pour mosaïque, pour la thérapie mosaïque, pour la thérapie, du coup, de l'hypnose ou pour la méditation pleine conscience, il y a souvent eu ce moment d'altération de l'espace où on n'a plus conscience qu'on est dans l'espace à l'université, puisque du coup, je le faisais dans des salles à l'université. Ils n'ont plus du tout la conscience d'être ici, maintenant. En même temps, ils en ont conscience, mais en même temps, il y a cette dissociation de se dire « Oh, je suis complètement partie dans mon expérience d'état modifié de conscience, visuel, imaginatif », puisque toutes ces choses-là sont un peu découplées en termes de sensations. Donc, il y a tous ces rapports-là et après, il y aura des spécificités en fonction de chaque, bien sûr, thérapie différente. Mais oui, il y a eu ces altérations qui est très revenu et le fait de plus être focus sur les problématiques ou sur voilà, cette dissolution un peu de l'ego qui est revenu beaucoup. Le fait de plus être sur ses préoccupations, de venir en fait, et vu que c'était des séances en plus axées sur le bien-être, c'est vrai qu'effectivement, on ciblait pas sur des choses négatives. Donc oui, effectivement, les personnes n'étaient plus centrées sur les problématiques qu'elles arrivaient, qu'elles amenaient ou qu'elles déposaient en début de séance, puisqu'elles repartaient, elles étaient plutôt pas mal. D'ailleurs, il fallait vérifier des fois avant qu'elles partent, parce qu'elles étaient un peu dans un état encore modifié de conscience. Donc voilà. Je voulais te poser une question un peu technique. Les ondes qu'on mesure avec le EEG, donc alpha, bêta, etc., est-ce que c'est simplement le reflet d'activité neuronale qui se passe? Ou est-ce que, parce que quand je lisais ce que tu m'as envoyé, les papiers, etc., il y a toujours cette question de... Enfin, il parle de synchronisation entre différentes aires, Ouais. que bah, d'ailleurs pour la conscience, il considère que c'est une émergence du coup des différentes aires. Je crois qu'il y a l'hypothalamus pour les sensations, il y a derrière c'est le tronc cérébral et le cortex frontal, il me semble que c'est les trois pour la conscience, je suis pas sûr. Mais du coup, il parle de synchronisation. Est-ce que du coup, c'est juste que ça reflète l'activité pure qu'on mesure, ou est-ce que ces ondes, elles ont un intérêt? C'est-à-dire que par exemple, une partie du cerveau envoie de l'alpha, une autre partie du cerveau capte l'onde alpha, on va dire entre guillemets, et du coup s'accorde dessus. Ou est-ce que c'est juste l'activité neuronale envoie là, et du coup il y a une autre procédure qui synchronise, mais en soi, le cerveau calcule pas vraiment, on va dire, l'onde, entre guillemets. Je sais pas si ma question est claire. Alors, du coup, le phénomène, juste pour répondre déjà à la première chose, et après je te demanderai un éclaircissement sur la fin. Du coup, pour le phénomène de synchronisation neuronale, c'est vraiment l'idée que dans certaines régions du cerveau, il va y avoir des connexions, bien évidemment, de neurones, de synapses, et que du coup, il va y avoir une synchronisation sur les oscillations cérébrales, donc au niveau donc des ondes alpha, donc ils vont produire des ondes alpha, etc. C'est ce qu'on appelle le phénomène de synchronisation. Et synchronisation cérébrale qu'on peut retrouver notamment avec les sons, hein, le côté rythmique, où on peut se synchroniser justement sur les sons qu'on envoie aux personnes, donc notamment dans la thérapie mosaïque ou la thérapie EMDR qui est plus connue. Mais du coup, pour la deuxième partie, donc là, je pense que j'ai à peu près répondu à Ouais, ça. la deuxième, c'était justement, est-ce que
est-ce que l'onde, c'est purement un reflet de ce qui se passe en dessous, mais en soi, elle n'a pas d'importance, si ce n'est pour nous informer de ce qui se passe, mais en soi, c'est-à-dire que le cerveau la prend pas en compte, entre guillemets, c'est-à-dire que l'onde alpha, elle est alpha parce que c'est une certaine activité, mais en soi, elle n'a pas d'importance. Ou est-ce que justement, le fait que ce soit une onde alpha, le cerveau reconnaît, on va dire, l'onde alpha, mais pas dans le pattern des neurones qui, tu vois ce que je veux dire, comme une autre propriété à part. C'est-à-dire que s'il y avait les mêmes neurones qui faisaient la même activité, mais que par je ne sais quel moyen on modifiait l'onde, on mettait du gamma alors que les neurones s'activaient en alpha, est-ce que le reste du cerveau se synchroniserait sur du gamma ou resterait sur de l'alpha? Je me sais pas si c'est possible, mais tu vois l'idée. Alors, je vais tenter de répondre le plus clairement possible à ta question. Tu me diras si je pars dans un gouffre monumental. Mais disons que nous, les activités des ondes, en tout cas le fait de savoir et d'avoir même délimité ces ondes-là en fonction de certains états mentaux, c'est grâce à toutes les expériences du coup qui ont été faites, c'est une traduction de l'activité électrique du cerveau qui nous permet de nous donner des indications de l'état dans lequel se trouve la personne et qui en plus traduisent des choses différentes en fonction de où elles sont situées dans le cerveau, hein, bien évidemment. Le cerveau, lui, il fonctionne différemment. C'est par excitabilité et donc du coup, forcément, il va y avoir ces décharges électriques en fonction de l'excitabilité, l'inhibition donc du courant électrique en fonction des neurones. Donc en fait, c'est juste une traduction de tous ces échanges-là qu'il va y avoir au niveau synaptique entre les neurones, entre excitation, inhibition, etc., qui vont traduire du coup ces ondes cérébrales finalement au fur et à mesure. Je sais pas si ça répond à la question ou si c'est assez... Du coup, j'ai pas saisi si, en fait, si les deux sont, on va dire, peut-être considérés comme indépendants. C'est-à-dire que, enfin, je comprends que les deux soient liés, mais est-ce que dans le traitement, du coup, c'était vraiment l'idée que si les neurones ont une certaine activité qui fait qu'ils émettent une onde alpha, par exemple, on va dire les neurones du cortex frontal, enfin du cortex occipital, le cortex frontal, pour se synchroniser, est-ce qu'il juste, il y a des axones qui se projettent sur le cortex frontal et du coup l'activité se propage juste naturellement comme on pourrait l'imaginer avec par potentiel d'action, et donc les ondes sont juste quelque chose qu'on observe, et donc on va avoir la synchronisation, mais la synchronisation elle se fait parce que il y a des connexions neuronales directes, ou est-ce que par exemple on pourrait imaginer un truc où il y a des connexions neuronales, donc voilà, par contre les neurones envoient du alpha en termes d'activité de base, mais on modifie juste l'onde pour que le cortex frontal croit que c'est du gamma. Est-ce que du coup il synchronise sur de l'alpha, comme on va dire biologiquement c'est branché, c'est fait, ou est-ce qu'il va se faire avoir par l'onde gamma qu'on lui envoie, et du coup il va se synchroniser sur du gamma? Est-ce qu'il y a est-ce que le cerveau reconnaît l'onde pour le phénomène d'onde comme on le mesure, ou est-ce que c'est juste un reflet de l'activité sous-jacente? C'est qu'un reflet de l'activité Ouais. sous-jacente qui nous permet, nous, d'avoir une traduction un peu plus claire. Oui, c'est ça, c'est juste nous qu'on a Voilà. trouvé un moyen de voir ça. Mais ce qui se passe dans le cerveau, c'est une question d'excitabilité des neurones Oui. ou de non-excitabilité, et c'est vraiment purement neurobiologique, les échanges, etc., qu'ils peuvent avoir, et justement l'excitation des neurones qui vont entraîner une grosse excitation des neurones. Du coup, ça va être plus représentatif d'une activité gamma. Mais du coup, c'est des choses qui, nous permettent en tout cas de traduire sous ces ondes-là et ces comportements-là qui sont associés, ou ces états-là qui sont associés à cette excitabilité ou pas dans certaines régions. Du coup, ça répond à ta question. Oui. Et du coup, le reflet de l'alpha, du gamma, etc., c'est juste le simple fait que... parce que vu que c'est binaire, le potentiel d'action, après, ils peuvent être plus ou moins forts, mais est-ce que l'alpha, c'est juste qu'il y a des potentiels d'action, mais juste ils sont plutôt faibles? Ou est-ce que c'est, on va dire, il y avait 30 neurones, enfin, il y avait 30 000 neurones dans cette zone qui avaient un potentiel d'action, ça fait de l'alpha. Si on avait eu 60 000, on aurait eu du bêta. C'est un petit peu ça ou pas? C'est une très bonne question pour le coup. J'avoue que je suis pas allée dans les neurobio à ce point-là assez poussé. C'est toujours des questions qui sont un peu complexes, parce que là, il faudrait vraiment aller dans les études vraiment neurobiologiques pour vraiment comprendre de comment ça fonctionne. Mais en tout cas, de ce que je sais, je dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand on fait une activité alpha, du coup, c'est quand même une certaine excitabilité des neurones, bien évidemment. C'est juste l'excitabilité des neurones il y aura beaucoup plus de décharge, par exemple, quand c'est du gamma dans certaines régions, etc., parce que du coup, l'activité électrique va passer beaucoup plus rapidement, en fait. C'est en question de rapidité du passage Ouais, c'est la fréquence de... Exactement. Donc, du coup,
plus ça va être rapide et donc d'où le fait qu'on le traduise. Oula, j'ai touché le micro, pardon. D'où le fait qu'on le traduise du coup en hertz, hein, c'est que plus c'est rapide, plus ça sera du coup synonyme d'une activité gamma qu'on traduira en activité gamma. Mais il y a quand même cette décharge électrique, cette excitabilité électrique, hein. Le cerveau n'est pas mort même quand on fait de l'alpha ou du θ ou du delta. Il y a quand même une activité. C'est juste qu'elle est plus ralentie, en tout cas, cette excitabilité entre les neurones. Je sais pas si ça répond à la question Ouais, du coup. c'est bon, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur le neurofeedback ou pas, ou est-ce qu'on passe à la suivante? Je pense que ça va. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ça va. Allez, super. Du coup, je te propose d'aller dans l'hypnose. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Comment est-ce qu'on met quelqu'un dans l'état hypnotique? Est-ce que Waouh. on peut se mettre tout seul dans un état hypnotique? Est-ce qu'on peut l'apprendre? Et qu'est-ce qui est caractéristique de l'état hypnotique? Ok. Beaucoup de questions du coup. Alors, donc, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un état modifié de conscience, bien évidemment. Je vais faire court comme définition, mais c'est un état où forcément, du coup, les personnes, subjectivement, elles ont conscience qu'elles sont dans un état qui est différent et ça peut être associé à plusieurs caractéristiques. Souvent, quand on parle d'hypnose, il y a plusieurs caractéristiques qui rentrent en jeu. Il y a cet état d'absorption, on dit. Donc, l'absorption, c'est le fait d'être complètement immergé, d'être complètement absorbé dans l'expérience subjective qu'on est en train de vivre, dans l'expérience qu'on est en train de vivre sous hypnose, avec une attention focus, du coup, sur ce qu'on vit. Il va y avoir le phénomène donc la fameuse dissociation, où on a cette conscience d'être à la fois ici, mais en même temps ailleurs. Mais c'est pas une dissociation traumatique ni patho. Et souvent d'ailleurs, c'est ce qui était revenu par les participants que j'ai eu pour mes expériences, où justement ils ont cette sensation d'être là, ils savent qu'ils sont là, ils ont conscience de leur corps et en même temps, ils ont cette perte aussi de conscience du corps où ils sont complètement ailleurs, parce que du coup, je les ai amenés dans des environnements de bien-être, dans des lieux sûrs et cetera. Il y a la suggestibilité qui est accrue également, pendant l'hypnose, puisque du coup les personnes, vont commencer à justement à être plus réceptifs, on va dire, des suggestions que vont amener du coup le psychologue, la personne en tout cas formée à l'hypnose. Et également les personnes et il y a le côté immersif, justement, immersif dans l'expérience, etc., mais qui est très en lien. Ces 4 caractéristiques sont très en lien, elles fonctionnent vraiment ensemble. Et du coup, pour l'hypnose, il y a ces 4 caractéristiques essentielles. Il y a également le fait que l'hypnose, il y a différents types d'hypnose. Il va y avoir l'hypnose ericksonienne, l'hypnose formelle ou traditionnelle, l'hypnose de spectacle, bien évidemment. Euh, Elles vont avoir toutes des caractéristiques bien différentes. On a aussi l'auto-hypnose, mais j'en parlerai après. Pour le coup, l'hypnose traditionnelle, l'hypnose formelle, c'est plus une hypnose où les états sont plus profonds. Mais du coup, c'est vrai que toutes les personnes n'adhèrent pas forcément, puisque du coup, dans les suggestions qu'on peut amener à la personne, elles sont très directives, très monotones. Et du coup, c'est vrai que c'est pas des suggestions qui sont accessibles à tous, ou en tout cas que tout le monde peut adhérer en tout cas, ou peut adhérer à cette hypnose-là parce que forcément, il faut être à l'aise avec ça, hein, parce que c'est un peu des ordres entre guillemets, hein, si je peux dire. Donc c'est vrai, mais par contre, c'est des états plus profonds. Il y a pas de débat là-dessus. L'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui va fonctionner avec beaucoup plus de monde. C'est une hypnose qui est beaucoup basée sur les métaphores. Donc souvent, on va faire appel aux métaphores pour justement faire écho avec les problématiques de la personne en fonction de ce qu'elle nous amène en séance. C'est une hypnose qui est beaucoup plus du coup permissive, puisqu'on est toujours dans l'invitation de faire ou l'invitation de prendre je sais pas, par exemple, un type de suggestion qu'on peut donner, c'est je t'invite à t'installer vraiment confortablement et à prendre que ce qui est utile dans ce que je vais dire, etc. Et c'est toujours des invitations, c'est toujours très subtil en fait finalement. Et du coup, c'est vrai que ça fonctionne avec plus de personnes, mais l'état est un peu moins profond, même s'il peut être assez profond, hein. Tout dépendra du coup de l'induction hypnotique qu'on mettra derrière, puisque du coup, il y a différentes phases aussi dans l'hypnose. Il y a toute cette partie induction hypnotique, tout ce qui va se passer dans le travail hypnotique, et là, donc, les suggestions post-hypnotiques, où après, on sort de la séance. Et il y a l'hypnose de spectacle, la fameuse hypnose de spectacle, où justement, qui fait défaut pas mal à l'hypnose, qui fait que ça continue de renforcer tous les stéréotypes et les préjugés qu'on a vis-à-vis de l'hypnose.
Donc, du coup, c'est vrai que c'est une hypnose où il faut savoir qu'il y a toute une préparation derrière. Elle est quand même plus focus sur la manière d'amener les choses de la manière de l'hypnose traditionnelle. Puisque du coup, c'est assez profond hein, finalement. Quand on le voit, même à la télé, on le voit, ils sont dans des états qui sont pas forcément très agréables. Où on leur fait faire des trucs complètement ridicules, hein, bien évidemment, hein, parce que l'objectif, c'est la mise en scène. Souvent, les personnes sont sélectionnées soit avant, c'est important de le dire, hein, mais elles sont sélectionnées soit avant, soit pendant en fait le spectacle. Il va y avoir des sortes de petits tests un peu hypnotiques pour vérifier que les personnes sont suggestibles ou pas. Donc c'est assez facile du coup, de les personnes qui font en fait l'hypnose de spectacle, on arrive à voir par les comportements les personnes qui sont hypnotisables plus facilement ou pas. Et du coup, bah, forcément, à chaque fois, c'est jamais un échec parce que bah, du coup, ils ont déjà repéré dans le public. Ou alors, ça a déjà été prévu avant. Puisque des fois, même, on le voit. Hein, mais c'est d'ailleurs le fameux Mesmer hein, qui fait des petites inductions hypnotiques en amont, qui les met dans des états et qui après les font venir sur scène et elles ont complètement Donc, c'est switché ça, les et personnes. en fonction de comment ça réagit, il passe Voilà. dessus. Alors après, le problème de ces états, de cette hypnose de spectacle, c'est qu'il faut faire très attention. Je vais faire beaucoup de préconisations et On a d'attention. déjà fait la sécurité routière, Voilà, les c'est ça. champignons. Maintenant, l'hypnose, attention. Mais du coup, ça me permettrait de faire ma voie d'entrée pour l'auto-hypnose, justement. En fait, il faut faire quand même attention puisque l'hypnose, c'est pas rien. Hein. Ça crée quand même des changements au niveau neurophysiologique, comme je disais, au niveau de l'expérience subjective. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas l'administrer ou en faire à tout le monde. Il faut éviter les psychoses aiguës, donc schizophrénie aiguë, les phases paranoïaques, etc. Il faut éviter tout ça. Il faut éviter aussi dans les phases de dépression, en fait toutes les phases aiguës finalement des pathologies. C'est pas en premier recours à faire, mais c'est très utilisé dans la phobie, dans l'anxiété, les troubles anxieux, etc. Donc on le préconise souvent là-dessus. Hem, Attention aussi pour les traumas, hein, préconisation aussi. Bien évidemment, l'hypnose peut nous permettre d'avoir accès à des choses de la conscience dont on n'avait plus forcément conscience. Hein. La conscience, c'est très compliqué. Mais sauf que ça peut créer aussi des faux souvenirs. Hein. Ça a été très utilisé notamment pour les enquêtes policières, l'hypnose, où on s'est rendu compte des nombreux biais de l'hypnose et justement de la création de faux souvenirs. Voilà, donc attention avec ça. Et là où je voulais en venir par rapport à attention avec la pratique de spectacle, etc., où on a envie d'un un peu amuser la galerie et tout, bon, normalement, c'est fait par des professionnels qui sont formés, tout ça, j'ai rien à dire et je vais pas les critiquer. Hein. Mais c'est plus, faut faire très attention à la sortie d'hypnose parce que ça peut entraîner des maux de tête énormes. Ça peut entraîner aussi beaucoup de problèmes, voire des problèmes de dissociation, cette fois-ci pathologiques. Hein. Donc, il faut faire très attention à qui le fait, comment il le fait et voilà, pas s'amuser un peu avec ça. Sachant que c'est intéressant souvent quand on fait une induction hypnotique de sortir de l'hypnose de la même manière de la voie d'entrée finalement. Enfin, en tout cas, moi j'ai été formée comme ça et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, la personne, on respecte aussi son temps et elle a aussi ces repères-là. Et on fait pas faire n'importe quoi la personne, enfin ça non, non. C'est d'un point de vue éthique et déontologique, rien que ça va pas. Donc voilà et donc l'auto-hypnose bien évidemment, encore une fois du coup c'est ça un peu mon lien vis-à-vis des préconisations et de faire attention, c'est que oui, on peut faire de l'auto-hypnose, c'est très intéressant, mais je préconiserais aux personnes de faire des séances d'hypnose avant, du coup pour pouvoir, connaître leur voie d'entrée. Chaque personne, ne rentre pas dans un état hypnotique, comme les autres. Chacun a sa voie d'entrée. D'ailleurs, nous, c'est ce qui nous permet aussi de voir en tant qu'accompagnant et en tant que formés à l'hypnose, de voir que pour certaines personnes, on va rentrer par exemple par le rire. D'autres personnes, on va rentrer par, une détente musculaire. Enfin voilà, vraiment les voies d'entrée sont tellement, enfin, il y en a tellement que du coup, c'est vrai que c'est important de savoir sa voie d'entrée et de pouvoir accompagner dans un premier temps les personnes pour qu'ensuite elles puissent faire de l'auto-hypnose et qu'elles puissent justement, se sécuriser de justement les effets «néfastes» entre guillemets de ce que, peut amener, l'hypnose si c'est mal géré, quoi. Mais c'est très intéressant l'auto-hypnose, hein. Très génial. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à faire avec l'hypnose? Parce que je sais que, par exemple, un truc d'auto-hypnose, c'était les gens qui font la traversée du Mans, je sais plus, c'est avec les catamarans qui traversent tout l'Atlantique. Je sais qu'eux, ils apprennent justement l'auto-hypnose pour pouvoir s'endormir, parce qu'ils ont une demi-heure
peuvent dormir qu'une demi-heure parce qu'il faut surveiller le reste et donc il ne faut pas s'y mettre 15 minutes à s'endormir, il reste 15 minutes de sommeil. Donc ils apprennent à s'endormir en 30 secondes. Donc ça peut servir pour ça, mais je suppose que ça peut servir dans le cas où quelqu'un aurait de l'anxiété, il se retrouve dans la situation qui fait paniquer, il arrive à se calmer avec. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des états hypnotiques où, par exemple, quelqu'un apprend à se mettre dans un état de dissolution de soi par lui-même? Est-ce qu'il y aurait des choses où, par exemple, l'idée qui ferait un peu rêver d'être capable de se mettre dans un état où, par exemple, on va réussir à augmenter notre mémoire de façon à ce que si je dis quelque chose, je l'ai imprimé, entre guillemets. Est-ce que du coup, il y aura un état qu'on pourrait se mettre, par exemple, pour des révisions où on se met dans cet état et on arrive à se rappeler parfaitement du cours? Parce que je sais c'est que j'ai entendu ça, quelqu'un qui faisait des choses comme ça et qui pendant l'examen se remettait et en fait c'est juste une personne qui venait et qui il posait la question à la personne, en gros c'était genre pas son souhait hypnotique on va dire, enfin il avait imagé quelqu'un et c'était cette personne qui lui répondait ce qu'il avait juste appris en lisant et qui était capable juste de lui passer le cours. Il est très intéressant Voilà, cette ça fait personne. bien rêver, Très donc c'est pour intéressante. ça. Alors pour répondre à la question, alors attends, juste pour me rappeler. Du coup, par rapport à l'hypnose, il faut savoir que c'est très récupérateur. Pour revenir au côté du sommeil, etc., puisque du coup tu l'as évoqué, c'est hyper récupérateur déjà rien que le fait d'être dans un état modifié de conscience. Hein. Souvent, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans les rapports subjectifs purement qualiques de ce qui sont revenus, mais souvent on me disait j'ai l'impression de sortir d'une grosse sieste où ça m'a fait vraiment du bien, j'ai l'impression d'avoir bien récupéré. Ça ressort souvent. En fait, on a vu qu'on a cette perception aussi du temps, etc. Les personnes ont l'impression d'avoir fait des gros dodos, pourtant ils étaient enfin ils étaient quand même conscients. Hein. Ils avaient une certaine part de conscience finalement. Donc c'est quand même très récupérateur. Effectivement, on peut l'entraîner pour des stratégies de sommeil qui permettraient de rentrer plus facilement du coup dans un état de sommeil. Et d'ailleurs, alors je sais plus si c'est avec l'hypnose, mais ils le font pour en revenir justement aux vétérans de guerre dans l'armée où justement ils doivent rentrer dans des états dans des états de sommeil assez rapides puisque finalement ils savent pas trop combien de temps ils vont dormir. Donc, ils ont appris à sécréter de la mélatonine plus facilement, etc., pour entrer dans des états de sommeil. Mais je ne sais plus si c'est par l'hypnose ou si, encore une fois, c'est un mélange avec du neurofeedback et tout. Je préfère pas dire. Mais ils ont appris ça. Donc oui, bien évidemment, ça peut être une stratégie utilisée par l'hypnose. J'avais évoqué aussi l'anxiété, bien évidemment. L'anxiété, on peut le travailler avec l'hypnose, où on va faire justement progressivement un peu d'exposition grâce à l'hypnose pour que la personne puisse se confronter, mais tout en étant dans un cadre sécurisant. Donc, on va exposer la personne du coup à sa source phobique, en l'accompagnant, en ayant toujours ce lieu sûr derrière, etc., pour la rassurer et ce cadre sécurisant, pour qu'après, potentiellement, elle puisse aller dans le contexte réel et du coup se confronter à la situation. Donc, dans l'anxiété, dans les phobies, c'est assez utilisé, etc. Donc, c'est pas dans le moment aigu d'une patho, l'hypnose est très intéressante à être utilisée. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que tu as évoquée, c'était... rafraîchis-moi la mémoire. Alors, je connais pas cette personne, mais moi, j'aimerais bien la connaître. Non, pour le coup, je pense que les stratégies de mémoire, elles sont différentes de chacun. Ça reflète un peu l'idée du palais mental, c'est un peu la même idée que les gens qui arrivent à se faire un palais mental où d'un coup ils rentrent et juste ils se baladent et ils voient. Exactement. Moi, c'est vrai que j'avais enfin, je sais pas si c'est par hypnose. Enfin, j'avoue que chacun a des stratégies qui peuvent être très efficaces pour le coup, mais je sais pas si c'est lié à l'hypnose pour le coup là. Mais c'est très intéressant. J'avoue que je me renseignerai là-dessus. Mais c'est vrai que chacun a des stratégies bien différentes. Enfin, moi personnellement, je sais que je suis très visuelle, donc il fallait que je fasse des cartes mentales. Et en examen, vraiment, je me mettais dans un état, pour le coup, vraiment un état modifié de conscience, où je pouvais carrément zoomer ma fiche, venir voir exactement ce que j'avais noté, dézoomer et revenir et je le replaçais sur ma feuille. C'était assez, ça peut être lunaire dit comme ça, etc. Mais c'est vrai que vraiment, j'avais cette capacité-là et je sais que, voilà, on va dire, mes capacités visuelles sont très développées dans mes techniques d'apprentissage. Je pense que tout dépend de la technique d'apprentissage qu'on a. Mais après, voilà, je sais pas si j'étais en état hypnotique. Je n'aurais pas la prétention de dire j'étais en état hypnotique pendant. Je sais qu'en tout cas, c'est un état un peu bizarre, modifié, où tu as vraiment cette sensation d'être là devant ta feuille, mais en même temps, tu es complètement focus. C'est vraiment cette capacité de zoomer, dézoomer. C'est un peu chelou, dit comme ça. Mais vraiment, c'est ce qui se passait. Mais je sais que je suis pas la seule, parce qu'en parlant avec certains camarades, collègues doctorants, du coup, ils l'avaient aussi. Mais oui, bien évidemment, je pense que c'est tout à fait possible de rentrer dans un état hypnotique, du coup, comme cette personne.
Qu'elle soit représentée, ça dépendra de la personne bien évidemment, hein, soit une entité, soit autre chose, hein, ça je sais pas. Mais en tout cas d'être dans un état de type hypnotique qui permettrait d'avoir une, capacité mnésique décuplée ou en tout cas avoir des accès à la mé à cer mais après, je pense qu'il faut un sacré entraînement, je sais pas, je connais pas cette personne, mais j'avoue enfin moi j'aurais pas la prétention de dire: «J'étais dans un état hypnotique», très clairement. Mais, si cette personne était en état hypnotique et avait carrément ce côté un peu dissociatif finalement d'avoir une personne, qui vient lui souffler les réponses pour grossir le trait, bah, franchement nickel, hein, trop bien, hein. Mais, je pense que c'est un sacré entraînement pour le coup, hein. Bah, C'est justement, pas c'était, simple, hein. parce que je sais que pour les palais mentales, c'est beaucoup d'entraînement. Donc là, je suppose que s'il est passé par cette voie, mais justement, c'était pour savoir si vous pouvez offrir le raccourci où assez rapidement, on arrive à se mettre dans l'état où on a cette dissociation, et vu que cette dissociation va nous permettre justement de juste, c'est juste l'idée que si je vais lire, l'état va permettre, mais du coup, c'était Mais encore une fois, je une pense que idée, je ça pense, un dépend de peu. la technique d'apprentissage, finalement, et de nos préférences d'apprentissage. On a tous un canal sensoriel un peu plus développé pour les techniques d'apprentissage. Cette personne a représenté, l'exemple que tu m'as donné, cette personne l'a représenté de telle manière. Mais du coup, ce serait dur, en tout cas, de faire une voie d'accès rapide. Finalement, on se baserait quoi sur cette expérience-là de cette personne-là, et du coup, on induirait aux Ah, c'était personnes juste. le Ah même oui, c'était effet. par curiosité, juste pour Non, mais savoir c'est si ça se hyper faisait. intéressant. C'est hyper intéressant, mais du coup, attention à la manière dont on l'induit finalement, puisque est-ce qu'on veut vraiment induire cette technique qui est propre à cette personne et qui fonctionne pour cette personne? Et puis surtout, on peut se demander si au final, il a appris quelque chose, parce que est-ce que, de manière générale, est-ce qu'il arrive à le ressortir sans. Sans rentrer dans cet état-là. Ah, il y a plein de questionnements. J'avoue, il y a plein de questionnements. Mais ça, c'est vraiment, faut vraiment prendre en considération que c'est très subjectif encore une fois, et que chaque technique d'apprentissage dépend de chacun, et chacun va mettre en place des choses complètement différentes. Il y a certaines personnes qui vont peut-être retrouver cette technique d'apprentissage qu'il a, hein. Comme moi, j'ai retrouvé des gens qui avaient le même côté délirant que moi devant ma fiche de révision, à zoomer, dézoomer. Mais ça, c'est dur de se dire qu'on peut l'induire de manière hypnotique. Enfin, moi, en tout cas, là, peut-être par manque d'expérience, je sais pas, mais je ne pourrais pas. Enfin, en tout cas, ça demande de l'exercice, ça c'est sûr, on peut pas y accéder comme ça, hein. Même si on essaye de l'induire un peu plus rapidement avec l'hypnose. Je J'ai mis un petit doute. Dans ce que tu as dit là, quand tu as parlé des vétérans, ça m'a rappelé une question que je t'ai pas posée sur les neurofeedbacks. Ouais. Est-ce qu'on peut se servir du neurofeedback pour traiter des stress post-traumatiques avec une sorte de thérapie par exposition, et du coup on apprend à mieux réagir à. Alors, non, enfin non, pas en première intention, en tout cas. Pas pendant la phase du trauma, encore une fois, préconisation, non. Ce qui est préconisé du coup, donc ça peut peut-être faire une transition, j'en sais rien, mais ce qui est préconisé, c'est le MDR ou la thérapie mosaïque, hein. Donc le MDR du coup, bon, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, je l'ai pas en français, j'arrive plus à le sortir, et la thérapie mosaïque, qui est une version un peu plus, douce, on va dire, de l'applicabilité de l'EMDR. Et il y a également les thérapies par exposition, bien évidemment, mais en première intention, je ne les conseillerais pas non plus, parce que il faut, enfin, la plus efficace, et en première intention, ce sera le MDR, et Mosaïque. Mosaïque qui a tendance à être un peu moins difficile pour les personnes. Du coup, il y a moins d'abandon de thérapie, et qui est aussi efficace pour le coup, parce qu'il y a un premier papier qui a été fait par enfin, effectué par justement ma directrice de thèse et par sa doctorante Déborah Blin, qui a justement publié un premier article qui compare les deux techniques, puisque c'est une toute nouvelle thérapie. Et après, les thérapies par exposition se feront en deuxième intention, peut-être plus tard, ou en tout cas pour essayer de renforcer la résilience des personnes face à ces traumas, ou en tout cas éviter que les personnes puissent être ravivées par ces traumas-là, parce qu'elles qu'elles seront à nouveau aptes à reprendre du service, entre guillemets, et du coup à se reconfronter à des situations qui peuvent être traumatisantes. Et là, du coup, ils utilisent beaucoup la réalité virtuelle plus que le neurofeedback, de mes connaissances, où ils remettent en situation, etc. Ou en phase avant qu'il y ait un trauma, ils préparent avec ces thérapies d'exposition-là, de réalité virtuelle. Mais neurofeedback sur le trauma, je suis pas sûre, en tout cas pas à ma connaissance. Et je pense que c'est pas une très bonne intention en premier, parce que la personne elle a besoin de décharger, hein, beaucoup, hein. Le TSPT, trouble de stress post-traumatique, il est chargé en beaucoup de symptômes, hein, dépressifs, les cauchemars, les reviviscences, etc. C'est des choses qui sont dures, hein. Donc pas en première intention, non. Bah, écoute, tu as fait la transition, donc je te propose de partir sur
Sur le MDR, si tu veux en parler un petit peu, mais du coup, c'est un peu lié à l'hypnose. Donc, soit on peut commencer par ça, soit si tu veux sauter directement sur la thérapie mosaïque. Bah, du En plus, coup, elle a été inventée par ta directrice de thèse. Stéphanie Calfa, exactement. Du coup, alors la thérapie mosaïque, c'est mouvement oculaire, stimulation alternée et intégration cérébrale. Ah oui, Voilà. je comprends aussi. Ouais, non, mais c'est long. Et c'était avec donc elle l'a créé en parallèle, pardon, avec le docteur Guillaume Poupard, du coup. Bon, maintenant ils se sont un peu séparés parce qu'ils sont plus sur les mêmes accords au niveau de cette thérapie, mais ils l'ont co-créée ensemble. Et du coup, cette thérapie, elle est un petit peu plus douce. Donc, c'est une thérapie qui est intégrative pour le coup. Donc, elle va prendre à la fois un peu de l'hypnose, un peu donc de l'EMDR, puisqu'on retrouve les stimulations alternées, stimulations bilatérales alternées, notamment plus par le biais des sons. Ça va se jouer pour justement favoriser sa synchronisation neuronale. Mais bien sûr, le MDR comme mosaïque peut se faire avec des galets vibratoires au niveau des mains, ça peut se faire avec les mouvements des yeux, ça peut se faire avec les tapotements, ça peut se faire du coup aussi donc avec les sons. Et ça prend également donc de l'hypnose, comme je disais, c'est focus est très centré sur les thérapies humanistes, l'approche des thérapies humanistes, l'idée que justement les personnes ont les ressources en elles pour justement pouvoir en tout cas guérir ou en tout cas favoriser un mieux-être chez les personnes. C'est beaucoup plus doux puisque du coup, en fait, elle va se focaliser sur la sensation interne désirée que la personne veut vivre. Donc en séance, au lieu de raviver, comme on peut le faire dans le MDR, pour toutes les phases du coup, enfin pour toutes les phases, c'est pas pour toutes les phases, mais pour chaque séance, en tout cas le trauma. Là, on va parler un peu du trauma, mais on va plus se focus sur qu'est-ce que voudrait vivre la personne, qu'est-ce qu'elle voudrait sentir dans le corps, qu'est-ce qu'elle voudrait, voilà, comment elle voudrait être quand elle pense à l'événement traumatique. Qui finalement, l'événement traumatique est encodé en mémoire de manière biaisée puisqu'on n'a pas toutes les informations. Et vu qu'il y a cette suractivation de l'amygdale, comme on peut le voir dans les études IRMF, il y a des études très intéressantes avec des articles de Boukesi, c'est une chercheuse qui travaille énormément dessus et qui justement montre les corrélats neuronaux et neurobiologiques justement quand on est face au trauma et comment ça se passe pendant donc, la thérapie EMDR et toutes les phases. Et donc ouais, on n'est pas focus pendant très longtemps avec la thérapie mosaïque sur le trauma. Ça va constituer une petite partie quand même de l'accompagnement. Bien évidemment, on se base quand même sur quelque chose, mais on va être plus focus sur le renforcement des sensations internes désirées et justement le fait d'accéder rapidement à ces états-là, puisque finalement, ce qu'on veut, c'est aller mieux. Et donc, on essaye d'y accéder dès le début et non pas par la désensibilisation au trauma, par l'exposition à chaque séance qui est très douloureux du coup pour les personnes qui suivent le MDR. Et du coup, est-ce qu'on traite le problème en soi ou est-ce qu'on apprend juste à la personne à se mettre à un autre état quand le problème survient? Finalement, en fait, on traite. Ce qui est très intéressant avec la thérapie mosaïque, c'est qu'en essayant d'accéder finalement à ce que veut la personne ressentir, elle fait tout un chemin en fait. On l'accompagne dans tout un chemin vis-à-vis de ce trauma-là et de par elle-même, elle se guérit ou en tout cas, elle rétablit en tout cas le mal-être et tout ce qui est associé finalement au trauma par tout un cheminement psychologique qui va se faire en accédant justement aux sensations plus agréables, puisque du coup, elle aura cette prise de recul plus importante pour justement toucher finalement et parler de la problématique en tant que telle. Alors que c'est tellement douloureux dans le MDR en étant exposé au trauma que des fois, ça va être très long, ça va être très long. Et d'ailleurs, le MDR peut être couplé à l'hypnose, justement, pour pouvoir permettre ces accès-là. Parce que la personne en EMDR, elle peut très bien dire ah non, mais là, c'est trop, je peux pas, là, je me sens pas capable. Alors qu'en étant déjà dans une bonne disposition corporelle, en se sentant bien, on va dire, en tout cas dans un état de bien-être, parce que c'est pas vraiment le mot à ce moment-là quand on est face au trauma, mais en tout cas dans un meilleur état ou une sensation plus désirée en tout cas, ça nous offre plus de ressources pour pouvoir aller toucher le trauma finalement. Je sais pas si c'est clair. Et donc, on touche le trauma pendant la thérapie mosaïque ou pas? Ou est-ce Oui, que... oui, mais on y touche quand même, mais pas autant exposé de la Oui, manière que c'est fait dans le MDR. on change l'état de base pour après l'exposer sous un nouvel angle, on va dire. Et l'associer du coup aussi à justement au trauma. Puisque finalement, en fait, ce qui se passe dans le trauma, c'est qu'il y a une perte d'information de tout ce qui nous entoure. En fait, il y a tellement une suractivation de l'amygdale
et d'autres structures que du coup, il y a énormément d'informations de contexte qu'on ne prend pas en considération. Mais on le voit bien, même dans autre que le trauma, dès qu'on a une expérience négative, il y a plein de choses du contexte qu'on ne prend pas en considération. Et finalement, après coup, quand on en discute avec nos potes, notre famille, ou etc., ils nous disent non, mais là, t'as surréagi, enfin, t'as pas pris ça en considération. Et puis, il a pas eu ça. Il suffit d'un mot, des fois, pour nous faire vriller. Il suffit que ça touche à nos valeurs ou des choses comme ça. Et là, on y voit rouge et on surréagit. Et c'est une expérience hyper négative connotée négativement. Et au final, avec le recul, on se dit trop bête. J'ai pas pris assez l'élément du contexte. Et en fait, finalement, le trauma, c'est pareil. Les personnes vont être focus sur une image du contexte, etc. Bon, bien évidemment, il y a de trauma en termes de gravité, c'est très réducteur de dire ça, mais elles vont être sur une image, donc sur tout ce qui va se passer pendant ce temps-là, et elles perdent d'autres éléments de contexte de ce qu'elles pouvaient, des ressources qu'elles ont, de leur capacité à gérer la situation. Ça, c'est pas encodé, ça, c'est juste le trauma qui est encodé, mais de manière biaisée, puisqu'il n'y a pas ces informations-là, toute cette résilience qu'ils peuvent avoir, toutes les ressources qu'ils peuvent avoir, toutes les connaissances qu'ils peuvent avoir aussi. Enfin, voilà. Je vais te lancer une idée, tu vas me dire ce que tu en Ok. penses. Et avant, je vais rappeler aussi une chose. Là, on voit beaucoup sur les réseaux la mode du trauma pour des choses qui ne sont pas forcément. Et il faut rappeler une chose, c'est que la norme, c'est vraiment la résilience face à une expérience traumatique, quelle qu'elle soit. La norme, c'est vraiment, même sans aide, souvent les gens arrivent par eux-mêmes. Enfin, on regarde, et je ne dis pas que tout le monde n'y arrive pas ou que si on n'y arrive pas, il y a un problème. Du coup, si on n'y arrive pas, donc il faut aller se faire aider. Mais ça reste quand même la norme, c'est la résilience. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette idée qu'on a les capacités pour réussir à lutter. Alors, c'est très questionnable la façon dont ça a amené, parce que la norme, c'est la résilience, c'est-à-dire, parce que est-ce que c'est la Quand quelqu'un norme? est face à une expérience traumatique, après, je dis pas que ça va se faire en 2 jours, mais sur une échelle suffisamment longue, la norme, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va réussir à intégrer, soit à l'aide d'une thérapie, soit seul, il va réussir à intégrer ça dans son schéma de vie, on va dire. Et donc, soit idéalement, en tirer une force, quelque chose de positif, soit du moins, juste reprendre une existence normale. C'est ça que j'appelle par résilience. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'adaptation. Ah oui, c'est la capacité Et je d'adaptation. dis pas que le Ouais. trauma, ça veut dire que d'un coup, le trauma n'a plus de sens. Parce que Oui, pour la ouais. personne, ce sera toujours une période douloureuse, ce sera Bien toujours tout sûr. ça. Juste qu'il y aura eu l'adaptation qui a été faite. Bien sûr. Et du coup, sur ça, j'ai plus l'autrice parce qu'elle a un nom compliqué, mais c'est l'autrice de Shattered Assumption. Et donc ça, je voudrais faire un petit lien pour voir. Tu me dis, je te balance une idée, tu me dis si ça tient la route. Elle propose quelque chose, donc on sait que... Enfin, on sait. On va considérer qu'on a des structures de notre perception Ouais. qui vont des plus primaires. Par exemple, les premières aires visuelles, ça va peut-être être un coup la forme, un coup la couleur, et après tout ça s'unifie pour qu'on ait l'image globale. Mais on sait aussi que même nos structures primaires et tout en haut de la perception, on a aussi les processus du coup top-down ou descendants qui vont être du coup nos connaissances. Donc on pourrait imaginer une sorte de pyramide à l'envers avec à la base nos connaissances sur le monde. Ensuite, donc, par exemple, ce serait la gravité, ce serait la croyance en un monde juste, des connaissances vraiment abstraites. Plus on descend dans la pyramide, plus on va de l'abstrait vers le physique, on va dire. Et tout en bas de la pyramide, ce serait vraiment des choses précises comme la courbe ou la couleur. Enfin voilà. Et elle, ce qu'elle argumente dans son livre, c'est justement que les traumas, elle définit le trauma par le fait qu'une des assumptions primaires, une des croyances fondamentales donc de la pyramide, se brise et du coup vient déstabiliser tout le reste de la pyramide. Ce qui fait qu'en gros, les processus descendants, tout d'un coup, face à une même situation où ils vont réagir d'une certaine manière, par exemple, les traumatismes du Bataclan, d'un coup, ils vont entendre un bruit sourd dans la rue au lieu de juste entendre un bruit sourd. Leur assumption ici, elle a été brisée de base que la rue, c'est sécurisé. Et du coup, tout d'un coup, ils ont toute la réaction de panique qui suit parce que les processus descendants, au lieu de juste interpréter le bruit pour ce qu'il est, vont mettre une autre valeur sur ce bruit. Donc elle part avec cette idée-là. Et du coup, elle part avec... et donc ça, on peut faire le lien avec ce qui est en train de se faire un petit peu sur les psychédéliques, où, par exemple, le modèle de Robin Carhart-Harris du cerveau anthropique. Donc là, on aurait donc quelque chose qui est figé dans cette nouvelle assumption qui est brisée, qui n'a pas été réparée. Donc la personne sous du trauma, ses perceptions, toute sa perception, tout son quotidien, tout ce qu'elle va percevoir, va être interprété par une nouvelle façon de voir les choses. D'ailleurs, souvent les gens le disent, quand ils sont traumatisés, ils disent « je vis plus ma vie de la même manière, j'apprécie plus les choses de la même manière, tout change ». Donc on voit bien qu'il y a vraiment cette assumption de base qui a été détruite. Donc la thérapie peut permettre de réparer cette assumption, soit parce que l'assumption de base était trop naïve. Donc par exemple, la personne va plus croire que... La personne pensait que le monde était un endroit sécurisé. Tout d'un coup, Bataclan, cette assumption elle est détruite. La personne, elle va essayer de restituer l'assumption qui est aussi fonctionnelle, on va dire, que
le monde est sécurisé de façon à ce qu'elle soit pas tout le temps en panique quand elle va dehors. Et par contre, en ayant intégré l'expérience qu'il peut aussi y avoir des dangers. Et donc, là où l'utilité qu'elles viennent, par exemple, donc je sais pour les thérapies psychédéliques, pour peut-être la mosaïque, c'était ça l'idée, c'était que le fait d'être capable d'un coup de changer cet aspect, de mettre la personne dans un autre état d'esprit, ça va lui permettre de questionner des axiomes qu'elle avait pris pour acquises. Donc là, du coup, la croyance en un monde sécurisé, où elle pense que le monde est plus sécurisé, mais tout d'un coup, on lui montre qu'il y a d'autres états possibles. Et donc à ce moment-là, elle a réussi à se détacher de ces fonctionnements de pensée automatiques, entre guillemets, et donc elle sera à même de les éditer ou de les corriger a posteriori pour après réussir de réintégrer le modèle complet pour avoir une existence viable. Oui, Je sais pas si c'était clair. bah, c'était hyper clair et c'est hyper intéressant. Enfin, globalement, ça se passe comme ça. Après, je sais que chacun a un peu ses théories sur comment ça se passe au niveau du trauma et ce qui fait qu'il y ait des dysfonctionnements et tout. Mais c'est très intéressant pour le coup. Et oui, en fait, en tout cas, les thérapies, je sais pas si conclure un peu ce que tu dis, parce que je sais pas si tu attendais à ce que je développe sur autre C'était chose. pour voir si Ok. ça semblait cohérent. Mais enfin, pour moi, c'est très cohérent, même s'il peut y avoir plusieurs explications, comme je te disais, de comment ça se passe, le dysfonctionnement au niveau du cerveau quand on est face à du trauma. Et chacun aura sa manière de l'expliquer finalement. Et des fois, finalement, ils veulent dire la même chose, mais de façon différente. Mais en tout cas, c'est clair que les thérapies aident à plus nuancer finalement et permettre à la personne, en tout cas, d'accès, en tout cas celle-ci, Mosaïque, par exemple, d'axer sur les ressources de la personne et montrer justement la possibilité que ces ressources, en quoi elles peuvent contribuer justement à aider la personne dans ces situations-là qui finalement, en fait, elle ne pensait pas pouvoir accéder à ces ressources-là dans cette situation-là. Donc, et de mettre plus de nuances dans le système de croyance. Donc, c'est en lien, oui. Je sais pas si... Oui, c'est bon. Ouais, ok, ça va. Qu'est-ce qu'il nous reste à aborder en état de conscience que tu te sentirais d'aborder du coup? Parce que là, on a fait... Ah, on n'a pas fait la méditation. On va faire un Non. peu la méditation, vu que tu Alors, l'as on vu n'a quand pas même. fait la méditation, qu'est-ce que c'est ça? Alors, la méditation, le mindfulness, donc c'est une pratique, ce sont des pratiques méditatives j'ai pas envie de dire relaxation et détente parce que c'est pas l'objectif premier, mais ce sont des pratiques méditatives qui permettent en tout cas d'accéder à un état où on est conscient de l'instant présent, on est sans jugement, on est dans l'acceptation de ce qu'on vit, etc. Donc un peu ce qu'on souhaite atteindre comme objectif du coup finalement quand on est en méditation, dans cet état modifié de conscience-là. Et donc du coup, ça va reposer sur différentes pratiques. Ça peut être les méditations d'attention focalisée sur la respiration. Souvent, quand on fait de la méditation, on cherche à trouver un ancrage. Donc ça peut être la respiration, ça peut être les sensations corporelles. Et on va venir justement essayer de s'ancrer. Cet ancrage-là nous permet de nous reconnecter à l'instant présent. Parce qu'on sait que nous sommes des êtres pensants, que nous avons plein de pensées qui arrivent comme ça et qui se bousculent, etc. sans avoir pleinement cherché à y penser. Et donc, c'est cette idée-là d'accepter le fait que même dans des états de repos, entre guillemets, où on n'est pas pleinement dans une activité, etc., cognitive, du coup, on accepte les pensées qui peuvent venir, qu'elles soient négatives, positives ou neutres, qu'on ne cherche pas à s'y accrocher, qu'on ne cherche pas à mettre une intention derrière ou à se laisser embarquer et à commencer à justement porter un jugement, finalement. Et du coup, d'essayer de revenir dans cet instant présent par notre ancrage, et donc de favoriser du coup cet état-là finalement qui contribue à un mieux-être finalement aussi quelque part, puisqu'on cherche pas on est souvent trop focus à être dans le passé, dans le présent, enfin dans le futur, je veux dire, et donc du coup, on oublie d'être dans l'instant présent. Et donc, c'est vraiment une des pratiques qui peuvent aider justement à venir se reconnecter à l'instant présent et voilà, à pas se laisser embarquer sur des choses qu'on pourrait se laisser embarquer assez facilement finalement avec notre pilote automatique. Hein. Mais du coup, en plus, la méditation, c'est vraiment une pratique qui, pour le coup, on pourrait conseiller à tous ceux qui nous écoutent parce que les résultats se montrent assez vite déjà. C'est 2-3 semaines et on commence déjà à voir les résultats. C'est une pratique, par contre, qui est mieux à faire quotidiennement. Mais par contre, où 10 minutes, 15 minutes quotidiennes, voire peut-être même moins, suffisent vraiment parce que... Et surtout, elle vous apportera beaucoup parce qu'elle vous apprendra à... Parce que le but de la méditation, c'est pas de pratiquer pour pratiquer en soi. On peut avoir cette idée après pour avoir les états vraiment spéciaux de dissolution du soi, etc.
Mais sinon, l'idée vraiment derrière, par exemple, quelqu'un qui pourrait commencer la méditation, c'est juste pour améliorer d'autres aspects de son quotidien. Peut-être se rendre compte d'avoir plus de gratitude pour les choses qui lui arrivent, d'être capable de se rendre compte maintenant que, par exemple, il est avec sa mère et donc il va profiter du moment, ou qu'il est avec ses amis et qu'il ne faut pas qu'il pense à ce qu'il va faire demain. Ça va aider justement à apprendre au cerveau à ressortir de nos pensées parce on passe pour la majorité d'entre nous, 99 ou 100% de notre temps, juste perdu dans nos pensées, où on se fait un film tout seul, on vit nos pensées et on se laisse entraîner par elles, alors que... Et on a tendance à se juger, justement, une fois Ouais, qu'on l'a fait. c'est ça justement l'importance pour la méditation, il faut vraiment le non-jugement, parce que sinon c'est juste associé avec des symptômes dépressifs. L'introspection avec jugement, c'est associé à des symptômes dépressifs, mais la concentration sur soi, donc l'introspection avec la partie de non-jugement, c'est ce qui fait vraiment la différence pour Mais la et méditation. ce qui est important aussi, c'est de faire cette expérience de jugement pour justement en prendre conscience et l'accepter au lieu de continuer à se juger d'avoir eu un jugement, en fait. Par contre, pour revenir à ce que tu as dit, si je peux me permettre, il ne faut pas une intentionnalité. C'est ce fait d'avoir un Ouais. objectif justement derrière. Parce que, alors, bien évidemment, c'est beau sur le papier, mais en réalité, souvent les gens le font pour gérer un peu leur stress, etc. Malheureusement, c'est pas ce qui est préconisé quand on veut faire de la méditation en première intention. Et en fait, pourquoi? Parce que ça nous empêche d'accéder à des choses qu'on prévoit. On peut pas prévoir ce qu'on peut vivre dans l'instant présent. Et du coup, le fait d'être focus sur un résultat nous éloigne de l'expérience, en fait, de ce qu'on peut Oui, puis on vivre est et encore de se perdu dans une laisser. pensée. C'est juste une nouvelle pensée qui Oui. vient. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas d'intentionnalité normalement quand on pratique, même si, bien évidemment, beaucoup de personnes, et moi y compris, hein, je vais pas me mettre dans un autre panier, hein, on commence et on se dit ah, vas-y, j'ai envie de mieux gérer le stress. J'ai plus envie de stresser, d'avoir la voix qui tremble quand je serai à l'oral devant les étudiants. Ouais, voilà. La méditation, il y a différents types. Donc, est-ce que tu veux qu'on plonge dans les différents types? Parce qu'on a vu la mindfulness. Après, donc, il y en a d'autres. On peut avoir la non-dualité. Donc, ça va être un peu une sorte... disons que donc la pleine présence, donc mindfulness, on est concentré sur ce qui se passe en nous. Ça peut être soit nos sensations dans le corps, notre respiration, les bruits, notre champ visuel, qu'on ait les yeux fermés ou non. Même nos pensées, parce que ultimement l'objectif c'est d'être capable de reconnaître les pensées quand elles viennent, parce que les pensées viendront, hein. Vous n'arriverez pas à atteindre un état sans pensée. C'est possible pendant très peu de temps après des années de méditation, mais ça va être compliqué. Et donc, apprendre et même souvent, il y a des pensées, c'est juste qu'on est capable de les reconnaître telles quelles et donc de plus s'y accrocher. Donc, c'est vraiment cette idée. Vous allez fermer les yeux et vous allez voir, vous allez 3 secondes et il y aura déjà eu 50 pensées, vous en aurez raté. Ah bah, Donc, totalement. c'est tout le temps ça. C'est juste être capable de ramener son attention et dès qu'on part dans nos pensées, de la ramener. Et tout jugement sur le fait de ah, je me sens encore perdu dans mes pensées, hop là, c'est une autre pensée qu'il faut regarder et donc juste laisser passer sans s'y attacher. La non-dualité, c'est plus se concentrer sur les sensations, mais enlever cette impression de sujet-objet. Donc, on va peut-être se concentrer sur la respiration ou quoi, mais on n'est plus. On va essayer d'observer le sujet qui respire, ou c'est assez simple à faire visuellement. Si vous vous concentrez sur un point, là, vous ouvrez les yeux, vous regardez un petit peu dans le vide, vous prenez large. Si je vous demande de retourner l'attention sur elle-même et de regarder votre tête, normalement, si vous prenez un petit peu de temps pour le faire, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de tête, vous ne pouvez pas voir votre tête. Il y aura juste l'expérience. Donc, c'est cette idée de regarder le sujet qui regarde et de se rendre compte qu'il est absent. C'est très compliqué à faire, Ouais, mais c'est pas un premier, hein. il y a quelque chose de libérateur quand on arrive à se rendre compte que cette absence est rassurante, on va dire. Il y a Metta, donc Love and Kindness, donc amour et gentillesse, ça fait un petit peu... C'est bien, la compassion, très importante. On Voilà, n'a c'est pas ça. l'habitude d'être dans la compassion envers soi-même, hein. Ouais, qui apprend, pour le coup, celle-là, c'est vraiment bien aussi si vous trouvez des scripts. Je vais essayer de vous mettre des scripts dans la description. Encore une fois, pas en première intention, sinon ça va mettre en échec pour tout le monde. Oui, Ça, mais c'est... justement, sur le coup, par contre, la pratique aide pour la suite. Ah, totalement. Après, pour l'intention, je pense que l'intention générale, elle n'est pas forcément mal, surtout pour le début, parce qu'il faut une Oui, motivation au début. oui, bien sûr. Et ce qui compte, c'est de laisser tomber l'attention au moment où on s'assoit. Oui, C'est-à-dire que quand on s'assoit, on très accueille dur. l'expérience présente Oui. telle qu'elle. Après, c'est sûr que si on va atteindre des formes plus avancées, même l'intention de plus tard, elle peut poser problème, mais pour le début, l'intention, elle sert de motivation
Ah, mais je dis pas à avoir le courage de s'asseoir. et c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit d'ailleurs, je me mets pas dans un autre panier, hein. Moi-même, j'avais cette intention de, pardon, cette intention de, je vais éviter de faire des bruits pour le micro, mais cette intention de justement vouloir gérer mieux le stress, hein. Tout le monde parle là-dessus, hein, et j'ai pas la prétention de dire que je fais pas partie du lot, hein. Mais c'est vrai que de base, si vraiment on reste sur le mindfulness et la pratique en tant que telle et comment elle est amenée, hein, c'est censé ne pas avoir quelque chose d'intentionnel. Voilà, c'était juste Oui, d'un point de vue conceptuel et théorique. C'est demander à ce qu'il n'y ait pas d'attention. Et d'un côté, c'est un peu l'objectif, hein, quelque part, de ne pas avoir d'intention et juste d'accepter l'expérience, de vivre l'expérience de l'instant présent sans avoir de jugement, voilà, etc. Et sans avoir d'intention particulière, finalement. et toi, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté déjà? Est-ce que ça fait combien de temps que tu médites? Quel type de méditation t'as fait un petit peu? À quelle longueur, quelle fréquence, on va dire, est-ce que et qu'est-ce que ça t'a apporté par-dessus tout? Quels sont les changements que tu as vus? Alors du coup, par rapport à la méditation, moi, ça va faire depuis, oh là là, le coup de vieux. Ça va faire, 8 ans que je pratique, mon Dieu. Ça fait 8 ans que je pratique la méditation. Pour le coup, c'était hyper dur au début, on va pas se mentir, voilà, c'est pour ça qu'il faut pas commencer trop avec, des trucs de 30 minutes, non, pas du tout. Faut commencer 5, 10 et puis après Même 2 on minutes, augmente, ouais, c'est à ça. l'instant, Mais c'est vrai que 2 minutes, c'est pas facile. Souvent, on peut se le dire plus, moi je ouais. trouve après, quand on a commencé à bien pratiquer, on arrive à rentrer plus facilement dans Ah, mais l'état et 2 du coup, on minutes, se fait c'est 2 juste l'idée minutes, de prendre l'habitude de se dire que là, on prend 2 minutes pour s'asseoir OK, et que maintenant, tous les jours, on prend 2 minutes pour s'asseoir et donc prochaine fois, ça sera plus simple de prendre 5 minutes OK. une semaine après, Je oui, vois. 2 minutes, il y aura pas de résultat en soi, c'est juste prendre OK, l'habitude, OK, je vois. De rentrer dans ce rituel un oui, petit parce que peu déjà de se même donner 5 du minutes, temps. c'est compliqué, OK. déjà 10 minutes, ça semble court quand on commence un peu à pratiquer, 10 minutes, on se rend compte que ça passe vite parce qu'on a passé 8 minutes perdues dans nos pensées Ah donc beh, totalement. Totalement, vraiment. Du coup, ouais, ça fait donc, ça fait, 8 ans que je pratique. Pour le coup, j'avais une fréquence, enfin, là, c'est vrai que j'ai un petit peu réduit, j'avoue, le doctorat, ça demande de l'énergie. Mais, j'avais une fréquence de au moins 10-15 minutes par jour. Souvent, je le faisais dans les transports en commun, c'était assez simple, c'était sympa. Toujours guidé, je le fais très rarement, sans guidage, sauf quand je suis dans la nature parce que, j'aime bien, les effets sonores. Et j'aime bien aussi beaucoup, du coup, les oiseaux. Enfin, je trouve ça, voilà, le vent, et cetera. Enfin, tous les aspects un peu naturels, je trouve, aident à rentrer dans un état modifié, enfin, du coup, la méditation. Mais c'est vrai que souvent, c'est avec un guidage, que je le fais et après, sinon, pendant un certain moment, du coup, pour me former et pouvoir proposer des séances, puisque ça aussi, c'est super important aussi, mais c'est important avant de proposer des séances, d'une thérapie en particulier, de se former, de pouvoir aussi la vivre personnellement, parce que, beh, c'est ça qui permet un meilleur accompagnement, personnellement, je trouve. Et du coup, c'est vrai que j'étais à 45 minutes par jour avec un jour de 3 heures, du coup, puisqu'on avait des réunions toutes les semaines, où il y avait un jour où on méditait pendant, enfin, pas, c'était pas pendant 3 heures non-stop, hein. Il y avait des phases où on expliquait ce qu'on avait vécu et cetera. Mais du coup, donc avec une, retraite, silencieuse, d'une journée aussi, c'était très intéressant ça aussi, d'être en silence où finalement j'avais, pas mal, d'anxiété vis-à-vis de ça. Au final, je me disais: «Ouh là, mais moi jamais j'arriverai à pas parler pendant une journée» et finalement à la fin quand il nous a redonné la parole en fin de journée, j'avais clairement pas envie de parler, voilà. Donc aussi des fois on se surprend aussi. Moi ce que j'aime bien et même si ça fait 8 ans, hein, c'est que je vois bien qu'en fonction des moments aussi, c'est important de bien déceler le moment de la journée où on peut le faire. Moi, je suis plus efficace le matin, par exemple. On me fait une méditation le soir, très clairement, je vais m'endormir et c'est pas l'objectif de la méditation en soi. Après, tant mieux, hein. Il y en a qui l'utilisent d'ailleurs, hein, pour mieux s'endormir et tout. Et c'est vrai que ça peut être une première intention, finalement. Mais on sort de l'exercice. On n'est pas. Alors oui, ça entraîne ce relâchement, cette relaxation. Du coup, on essaie de plus accéder à se laisser aller par les pensées. Donc ça favorise, hein, cet état de sommeil. Mais du coup, bon, ben, tant mieux, hein, si on a dormi, hein, c'est qu'on en avait besoin. Mais c'est vrai qu'on sort de l'exercice. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que même avec 8 ans, je pense que ça m'est arrivé 4 fois, honnêtement. Et ça, j'aime bien. Enfin, j'aime bien en avoir pris conscience. C'est que ça m'est arrivé que 4 fois de vraiment avoir pris conscience, d'être vraiment dans l'instant présent et d'avoir eu conscience de tout ce que disait la personne. Parce que j'ai écouté, je retombe souvent sur les mêmes vidéos. Et il y a des moments, je me dis, ça y était pas, je l'ai pas entendu ça. Parce que plein de fois, j'avais déconnecté à ces moments-là par rapport aux pensées. Et en fait, le fait de se dire: «Waouh, j'ai déconnecté à ce moment-là» et cetera, on a l'impression qu'on retrouve, en fait, des séances différentes. Enfin, on vit jamais les mêmes choses, en fait, c'est fou et 4 fois, je me suis fait la réflexion de me dire:
là, j'ai vraiment conscience d'avoir été vraiment dans l'instant présent et d'avoir suivi vraiment de A à Z ce que m'a dit la personne, quoi. Et Sur la c'était durée ouf totale de la sur la méditation. durée totale de la méditation. Et là, je me dis waouh, genre waouh, parce que pour le coup, c'est des états qu'on n'accède pas dès le départ, hein, ça, hein. Comme par exemple des états un peu de fusion qu'on peut avoir aussi en méditation quand on fait des scans corporels, où carrément on arrive à des sensations où on sent carrément plus notre corps, on a l'impression de fusionner. Enfin, moi, j'ai fusionné avec mon canapé, quoi. Enfin, c'était bizarre. En plus, c'est très agréable, hein. On dirait que je suis complètement perchée, c'est génial. Mais du coup, c'est des états où il faut pratiquer. Comme, il y a des états à un moment donné, on fait souvent les pensées, au fur et à mesure des pratiques, les pensées désagréables. C'est dans le process d'ailleurs de formation de mindfulness. On fait le fait d'être confronté à ces sensations désagréables et c'est hyper important aussi les méditations. On va être, face à ces moments désagréables parce qu'en fait, on remarque et on prend conscience de plein de choses qui se jouent dans le corps et des moments où ton corps, en fait, te signale que non, là, c'est pas le moment. Là, tu peux clairement pas le faire et c'est OK. Tu c'est OK. Et il y a des moments, tu peux plonger dedans. Une fois, j'avais eu une migraine, mais atroce, vraiment, et je me disais: «Waouh, là, mais là, vraiment, c'est pas possible et tout». Mais je sentais que j'avais les ressources nécessaires pour aller, en fait, dans cette zone-là et OK, ramener de la respiration dedans, me concentrer sur les sensations, qu'est-ce qui venait. Plus du tout de migraine, mais plus du tout. Et c'est passé, je pourrais pas dire le temps parce que j'ai une perception complètement altérée du temps, mais j'ai l'impression qu'en 2 minutes, ma migraine est passée, quoi. Et c'est ça qui est fou aussi, mais dans une autre condition où j'aurais été peut-être, plus fatiguée, dans un état où voilà, je ne serais pas allée justement, vers cette sensation négative finalement de mon corps et cetera. Mais du coup, ça permet de déceler plein de choses. Je me suis éloignée, j'ai beaucoup parlé là. Mais en tout cas, ça permet de déceler plein de choses et ça m'a permis de gérer notamment le stress, ma première intention. Et plein d'aspects en fait qui m'ont en fait alors ce qui m'a permis de gérer le stress, c'est plus de déceler la manière dont c'était amené par mon corps. Parce que du coup, ça m'a permis d'identifier vraiment, au niveau corporel, la manière dont, la manière dont s'était amené ce stress-là finalement. L'émergence. Du coup, ça te permettait Exactement. de déconnecter, Mais de prendre un vraiment pas de tous les recul steps. et d'un coup, oui, c'est ça, de reconnaître ce qui Ouais. se passait. Exactement et vraiment tous les steps, la gorge un peu sèche, le truc, voilà, ouais et de vraiment en fait et du coup, de pouvoir après mieux le gérer par cette expérience-là, puisque finalement, dès que je décelais les premiers steps en amont, vu que j'en avais conscience, puisqu'avant j'en avais pas conscience, c'était qu'une fois j'étais stressée, bah, du coup, je me disais: «Ah OK, là je commence à stresser, je le sens, du coup, enfin je le sais, hop» et de réguler automatiquement avant que mon corps, commence à s'activer un peu trop à cause du stress, quoi et donc de mieux gérer. Joseph Goldstein, donc c'est quelqu'un qui fait, je sais pas si c'est un scientifique aussi, en tout cas, c'est quelqu'un qui fait c'est un prof de méditation, enfin, un maître de méditation, je crois qu'on dit ça comme ça. Il a fait des super choses sur Waking Up. Donc, pour ceux qui parlent anglais, c'est une super appli de méditation. Vous pouvez la demander gratuitement et vous aurez l'accès. Et il parlait justement, là, récemment, je l'ai écouté, sur les émotions négatives et la méditation. Et ce côté-là que on s'identifie à nos émotions négatives, on s'identifie de manière générale à nos pensées, à nos émotions, et que c'est ça qui entraîne la souffrance. Et que du coup, la capacité d'identifier l'émotion, qu'elle soit physiquement, physiologiquement, la présence phénoménologique aussi de l'émotion, si on arrive à bien mettre le doigt dessus, à bien la nommer, à reconnaître la bonne émotion et pas mettre de la colère sur ce qui était de la déception ou de ne pas mettre de la colère sur de la frustration, mais vraiment de reconnaître la frustration, si on arrive vraiment à bien nommer l'émotion, à la rendre présente, elle va simplement agir comme n'importe quelle pensée, c'est-à-dire simplement venir, se faire reconnaître, on la reconnaît sans jugement, et après elle va juste s'évaporer, disparaître assez rapidement. Il faisait pareil, il disait que c'était la même chose du coup avec la douleur. Totalement. Après, ça, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais la promesse, c'est qu'une concentration, si on se concentre uniquement sur la douleur, uniquement sur cette chose, c'est comme si tout d'un coup, elle perdait son caractère, pas phénoménologique, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que quand on répète un mot, il perd son sens. Si on se concentre suffisamment sur un mot, au bout d'un moment, il va perdre le sens du mot. Mais là, ça va être la même chose sur la douleur. Tout d'un coup, ça va juste faire partie de l'expérience, mais il y aura plus on se sera détaché de tout affect négatif ou positif de cette douleur, et donc ce sera juste cette expérience. Donc, c'est je ressens ça, donc ça peut être un mal de tête, mais il y aura plus ce côté négatif, plus cette souffrance associée
Donc là, après, c'est des années de... C'est intéressant, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que je sais pas s'il y a plus l'expérience du coup, enfin tout ce qu'il y a derrière, parce qu'on reconnaît quand même nos émotions parce qu'elles sont toutes différentes et elles créent tous quelque chose de différent. C'est plus cette acceptation qui finalement fait que, vu qu'on l'accepte et que c'est OK et qu'on se sent avoir les ressources pour, la «confronter» entre guillemets, on va dire, bah, du coup, elle se minimise et elle se laisse pas embarquer par tout le process qu'on fait et au départ, c'est des choses qui sont pas du tout possibles. Y enfin, se confronter à ça au départ quand on débute la méditation, c'est impossible donc oui, bien évidemment, ça demande des années d'expérience. Mais au départ, souvent, ce qu'on fait, on est un peu dans l'évitement, hein, tous, hein. On se dit: «Ouh là là, j'ai mal là, je vais essayer de penser à autre chose» et on pose son focus attentionnel sur autre chose pour justement essayer de pas prêter attention. Parce qu'aussi, le fait de poser son focus attentionnel sur la douleur, quand on n'a pas les ressources nécessaires pour aller s'y confronter, ça peut aussi envenimer la chose et faire en sorte enfin Faut se sentir capable. Ça, il précisait, exactement. c'était que par Ouais, exemple, c'est pour les ça. traumas, il va y avoir des moments où la personne va se sentir, lui, pendant, il voyait pendant ses classes, entre guillemets, que d'un coup, la personne va se sentir, c'est le bon jour, c'est le bon moment, pour je ne sais quelle raison. Ça peut être qu'elle a mangé avant, ça peut être parce qu'elle est à ce moment-là, elle se sent bien, elle est plus profonde en méditation. Donc, elle va être capable d'y accéder, de laisser place, parce qu'il y a quand même un moment où l'émotion vit, où il faut qu'on soit capable de laisser vivre l'émotion Bien et de sûr, juste la remarquer pour ce qu'elle est. bien Donc ça sûr. demande un effort. Donc forcément, si l'émotion, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher, qui est trop dur, on peut peut-être commencer à travailler soit par en commençant à regarder un peu ce que c'est, être capable de regarder ça, et forcément, ultimement, laisser l'émotion complète, ça va être plus compliqué. Par contre, là où les auditeurs peuvent travailler, surtout au début, c'est la frustration qui émerge de quand on essaie de méditer, où au début, ça va être frustrant de se dire qu'on reste sur place sans bouger. Ça, typiquement, c'est une émotion qui est assez simple à reconnaître et qui fera un très bon objet de méditation, justement, de quand on la reconnaît, de l'accueillir, de la laisser, de la reconnaître pour ce que c'est, et juste de la laisser passer. Et elle va revenir 2 secondes après et recommencer le travail Bien encore sûr, et encore. totalement. Mais il faut s'en sentir capable. C'est vraiment le mot, vraiment, Ouais. très important, quoi. Et est-ce que tu as eu des expériences, parce que tu parlais du coup de la fusion avec le canapé, mais c'est quoi l'expérience la plus profonde que tu as pu avoir de méditation? Est-ce que tu as eu vraiment une dissolution? Est-ce que tu as eu un instant? Personnellement, je sais que j'ai eu, là, ça va faire un an. Ça fait un an que je crois que j'ai commencé la méditation. Mais je crois que c'était décembre l'année dernière, Novice, donc un voilà. novice. Et j'ai déjà eu des moments de fusion donc avec les yoga nidra où je faisais ça pour comme sieste, où il y a vraiment ce côté-là où d'un coup on perd les sensations physiques. Et j'ai déjà remarqué quelques fois avec des méditations de non-dualité, pas une dissolution complète de l'ego, mais d'un coup une reconnaissance sur un instant qu'il n'y a rien, et après ça se refermait avec la pensée qui repartait. Donc j'ai pas eu la chance encore d'avoir cet état pendant plusieurs secondes, mais et du coup, est-ce que tu as déjà eu un petit peu des aperçus, des petits, ou est-ce que tu as déjà eu Heu, même l'état complet? alors, du coup, ça sera pas forcément en méditation, j'aurais tendance à dire, même si c'était une pratique méditative couplée à de l'hypnose. C'était l'expérience la plus mais vraiment la plus forte que j'ai eue pour le coup et d'ailleurs elle était réalisée par ma directrice de thèse, hein, voilà. Heu, Petite pub, elle est vraiment géniale. Non, je rigole. Non, mais c'était ouf parce qu'en fait, elle nous a accompagnés dans un script, justement, très en lien avec le côté très transpersonnel. Le fait de ces énergies un peu, voilà, oh mon Dieu, on dirait une illuminée, mais de plus être, voilà, focus sur aussi pareil, ses problèmes et cetera et de vivre vraiment l'expérience et les sensations de bien-être et en fait, j'ai eu un état où vraiment, je me suis sentie super bien, mais c'était hyper lumineux. Enfin, j'avais les yeux fermés, mais pour autant, c'était plutôt blanc, jaune, enfin voilà. Et puis j'avais l'impression d'être un soleil, mais vraiment, enfin vraiment, c'est vraiment l'analogie que je vais faire puisque enfin, j'avais super chaud, mais vraiment, c'était pas de là à sortir mes vêtements tellement j'avais chaud, etc. Non, non, mais j'avais très très chaud et je sentais même, que mes pommettes parce que je sais que quand j'ai chaud, mes pommettes, elles rougissent d'un coup et je sentais même que c'était hyper rouge, mais pas de là à en devenir désagréable, c'était hyper confortable. Alors qu'en temps normal, je pense que j'aurais pu paniquer et me dire: «Ouh là, j'ai super chaud, il faut que je me déshabille» et cetera. Et c'était ultra intense et pour le coup, j'avais l'impression vraiment, c'est pour ça que je parlais de soleil, d'irradier les gens qui étaient autour de moi, en fait. Et ça, c'était une expérience qui a été hyper profonde et alors après, je sais pas, hein, franchement, ça se trouve, c'est, une coïncidence, mais quand on est sorti de la pratique, alors qu'il faisait pas chaud dans la pièce, hein,
Et que les gens n'ont... Parce qu'après, on avait parlé de nos ressentis. Non, personne n'a parlé de chaleur, etc. Ils ont tous dit, il fait super chaud dans la pièce. Alors que personne n'avait parlé de chaleur. Alors ça se trouve, c'est une coïncidence totale, hein, vraiment. Mais personne n'avait vécu cette expérience de chaleur. Ils avaient tous vécu des choses très, très différentes. Même une, elle était carrément devenue aigle, hein, pour le coup. Hein. C'était chaud. Il y en a, ils vivent des choses très, très intenses. Hein. Mais c'est vrai que moi, c'était mon expérience. Et je me suis dit, ah, sacrée coïncidence quand même qu'ils aient senti une chaleur. Et moi, j'avais vraiment cette sensation d'irradier. Et il y avait une autre expérience pour le coup, où là, c'était en thérapie mosaïque, donc autre chose encore, où on faisait une pratique avec une autre personne. Et en fait, ça, c'était chaud, vraiment. Ça aussi, c'était énorme. On était dans une pratique ensemble. On se connaissait pas trop. Hein. Ça faisait 2 jours de formation qu'on était ensemble. Enfin, vraiment, on n'avait pas trop échangé. Et d'un coup, il s'est passé ça a switché. Je saurais même pas comment expliquer. On vivait la même chose. Mais vraiment la même chose. On était face à face, en position de méditation en plus, souvent, parce qu'on se posait souvent comme ça. Finalement, c'était agréable. Et, euh, et en fait, je décrivais quelque chose. Et c'est vraiment là où on en a pris conscience. C'était très profond, hein, vraiment. Je décrivais quelque chose, une sensation, et elle me complétait dans les sensations. Et on vivait la même chose. Et c'était chaud parce que vraiment, j'avais jamais vécu ça. Et du coup, bon, elle nous a de suite expliqué que c'était des énergies. Hein. Du coup, finalement, on a matché en termes d'énergie dans le moment qu'on a vécu. Mais ouais, c'était incroyable de vivre la même chose qu'une personne en face de moi, mais vraiment dans les sensations. Et elle décrivait une sensation. Et je disais, mais totalement. Et puis moi, je sens ça aussi. Puis elle me disait, mais oui, mais totalement. Et je me disais, wow. Et on a eu du mal, par contre, à déconnecter. Ça aussi. Donc, ça a été très accompagné par, du coup, ma directrice de thèse. Donc, mais c'est vrai que, ouais, deux grosses expériences. Je crois que c'est les plus grosses expériences que j'ai eues. Alors que ça fait 8 ans que, voilà. Mais voilà, faut pas faire ça pour avoir ces expériences-là. Hein. Elles arrivent comme ça. De toute façon, mais je pense, à un moment donné où on a réussi à lâcher prise. Et on n'est plus dans le contrôle. Ou dans des intentions, finalement, pour moi, je trouve. Parce que quand il y a cette envie en fond, pour ceux qui méditent, peut-être qu'ils le savent, pour ceux qui ne font pas, vous le verrez. Si vous voyez que vous êtes pris dans pensez, vous n'avez pas, vous êtes frustré, vous avez envie, vous essayez d'atteindre quelque chose, juste le fait de se dire, qu'on va prendre un pas de recul et qu'il n'y a rien d'attendre, qu'il n'y a aucune intention à avoir, en cette idée-là, on le ressent, ça fait comme si d'un coup on relâchait un poids, comme si d'un coup on relâchait quelque chose, et on voit tout de suite que les sensations qu'on ressent, elles augmentent, pour que 3 secondes plus tard, on soit repris dans le même cycle. Mais c'est sûr que n'importe quelle expérience se rapproche comme ça d'un moment de pleine sensorialité, je ne saurais pas vraiment comment l'illustrer autrement, nécessite une perte au bout d'un moment de soi, parce qu'il va y avoir, par exemple, quand tu parlais de tes sensations, en fait, vu que tu étais connecté avec l'autre personne, il y avait cette transcendance, Totalement. Totalement. J'ai pas les mots. Ouais, Ineffable. C'est un caractère ineffable, tout ça. Hein. Malheureusement, j'ai dû couper la fin de l'épisode, car nous avons été interrompus et n'avons pas pu poursuivre la discussion. Nous avions entamé le sujet du libre arbitre, et faute de temps pour le conclure correctement, j'ai préféré le retirer complètement. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles, mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité, et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.